Hey, what's up, guys? Épisode 48, Yellow Sea Podcast. Et dans cet épisode, on a un invité que vous connaissez sûrement déjà. Olivier Lambert est venu nous joindre au Yellow Sea. On est ici avec Good Vision, avec le Kid, et on parle dans ce segment d'entrepreneuriat, de technologie, de crypto, et aussi on est allé dans d'autres sujets en profondeur. Si vous voulez entendre parler de singes, vous allez voir, ça se passe ici. Mais sinon, suivez-nous encore une fois sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Followez-nous sur Instagram parce que vous allez voir tout le contenu qu'on va drop. Il s'en vient cette semaine. What's up, guys? Et commençons ce show-là avec Olivier Lambert. Yeah, man. Yo, bienvenue ici. Comme tu sais, je te disais, genre, on veut essayer de découvrir les personnes dans l'entrepreneuriat qui ont marqué, qui ont fait des exploits. Tout est des success stories. Aussi que, on peut le dire. Not so bad success. Not so bad. Moi, je pense que t'en as Okay fait. success. Est-ce que tu te sens genre que tu dois être plus humble de dire que... Parce que je trouve, moi, de mon point de vue, je trouve que tu en as des certains succès. Mais on dirait que tu l'as fait... Tu es très humble par rapport à ça. C'est parce que faut tout le temps mettre ça en perspective. Go. Moi, quand j'ai commencé mon blog, olivierlambert.com, c'était .ca back in the days. Fait que j'achète mon .com, genre une fortune. Combien? Juste, je suis curieux. C'est pas tant de fortune. OK. Juste pour... OK. Je sais. Mais que plus les gens, que- ils se demandent genre, ouais, combien? Mais plus de qu'est-ce que la normale. Ouais. Puis, en 2012, quand tu commences à bloguer, normalement, mettons, tu veux starter un blog puis tu veux grossir ton blog, tu veux aller chercher des liens sur ton site pour avoir de la présence organique Ouais. sur Google. Tu veux faire des collaborations. Tu veux aller avec d'autres blogueurs, partager les audiences, être capable de build puis de grow, un peu comme qu'est-ce qu'on est en train de faire Ouais, avec le podcast. exactement. Faire en sorte que il y a un transfert de crédibilité qui se fasse, quelqu'un présente son audience à l'autre personne et vice-versa. Il n'y avait rien de ça en 2012. Il y avait rien de ça en 2012. Il y avait une autre personne, il y avait Kim Auclair. Kim Auclair, elle avait son blog. On a collaboré un petit peu ensemble, mais pas énormément. Et ça a eu des bons résultats. Mais une fois que tu as fait Kim Auclair, qui d'autre que tu fais? Qui d'autre fait? Il y avait Michel Il y a une demande. J'ai fait une collaboration avec Michel Blanc. Moi, Michel Blanc, on ne s'aime pas beaucoup. Quand j'étais à l'université, on s'est pogné sur Twitter. C'est resté froid un peu depuis C'est ce quel temps-là. sujet? Ça, c'est question. Elle était juge dans une compétition à l'université que j'ai participé, puis elle m'avait comme mis dernier. Là, je l'avais blasté sur Twitter parce que je trouvais qu'elle avait rien compris de l'intelligence de ce que j'étais en train de dire. Bref. That's it, quelqu'un que ça filme. L'arrogance, T'as c'est un compris? futur entrepreneur web. Mais c'est ça paye, hein, l'arrogance. Non, Non, pas celle-là. non. Mais c'est pas grave, tu sais, on est tous jeunes à un moment donné, là. Fait que 2012, il y avait tout un écosystème de blogueurs à construire. Et oui, il y avait des gens en France. J'ai collaboré avec des gens en France, mais même en France, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que toute la culture, blog, influenceur, créateur de contenu était à faire et elle est encore à faire. Parce que là, oui, il y a des gens qui commencent à se lancer des podcasts. Oui, il y a des gens qui commencent à se lancer des chaînes YouTube. YouTube est beaucoup plus mature puis évolué que l'espace du podcasting présentement. Mais c'était beaucoup de travail, justement, de partir de zéro dans un marché qui est Inconnu, qui complètement était nouveau, vierge. Tu sais. Ça, c'était juste comme ça en parenthèse. Je me souviens de 2012, quand tu parlais de backlink et tout ça. Ça, c'est la période où est-ce que Google, tu pouvais genre juste rentrer n'importe quel genre keyword, n'importe où. Non, ça c'était genre 2006, Ça, c'était 2008. du penguin. Ça, c'était pré-2008. Ça me fait penser un peu à... Il y a une phrase qu'on aime bien, qu'on dit de temps en temps, c'est genre « be ahead of the wave ». Toi, dans la game de blog, t'étais ahead of the wave. De la wave C'est- québécoise. C'est la wave de blog, dans le fond. T'sais, en ce moment, il y a une wave de podcast. Mhm. Si, exemple, c'est toi qui as créé la wave de podcast, je pense que c'est pour ça que, exemple, tu as eu beaucoup de succès peut-être avec ton blog. Vu que tu étais ahead of the wave. C'est comme quand la raison pour laquelle j'ai lancé mon podcast en 2016, ça fait 4 ans, je pense que je l'ai lancé. C'était justement parce que je savais que ça s'en venait. Puis je me suis dit, je veux que mon podcast soit c'est comme dans les premiers articles qui disent les 5 top podcasts québécois à écouter. D'avoir une tonne de backlink dans la première batch de monde qui rentre. Parce que je sais que dans the line, ça va énormément m'aider. Ça, les reviews sur iTunes et ce genre de choses-là. Puis non seulement ça, mais quand que tu es un peu à l'avant-garde de cette façon-là, tu inspires énormément d'autres personnes à se lancer leur podcast. Puis quand tu inspires les gens, puis que c'est toi qui rentres dans le game, lorsque eux autres font des entrevues avec d'autres personnes, et puis qui se font poser la question, ça a été qui tes inspirations? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé?
ben c'est le fun de se faire mentionner puis de faire ah, c'est Olivier Lambert, la tranchée, vous avez regardé qu'est-ce qu'il fait, ça m'a vraiment aidé, etc. Tu deviens un modèle, une figure de représentativité dans ce domaine-là. Exact. Puis l'idée, quand je l'ai commencé, c'était vraiment de... Puis moi, je trouve ça drôle, parce que ça me fait penser un peu à comment est-ce que vous êtes en train de runner votre affaire. C'était vraiment d'essayer d'augmenter puis de upper les stakes le plus possible pour faire comme... C'est pas juste une conversation sur Zoom, c'est in-person. J'ai tout pris mon cash, je l'ai tout mis dans du gear. J'achetais à peu près comme 5-10 000 $ de gear par mois pendant un bout, juste pour être... Puis d'apprendre à utiliser ce gear-là, puis l'éclairage, puis la sono, puis tout le reste, pour essayer de faire le produit le meilleur possible. Pour justement faire en sorte que lorsque les gens écoutent le podcast, les gens ils se disent « OK, ça c'est autre chose. C'est pas juste un podcast. C'est le podcast. » C'est un podcast avec découverte. Ouais, c'est ça. C'est un podcast puis du rhum. Moi, c'est avec du scotch. Scotch. Mais anyway. Yeah. Mais non, c'est exactement ça. Je trouve que moi aussi, j'avais perçu cette wave-là du podcast, puis ça fait plusieurs années là, que je voulais en faire. Mais tu rentres tellement genre creux dans la game où est-ce qu'on dit « Ah, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de le faire. » La pandémie, pour moi, ça a été comme, tu sais quoi, this is the wave. C'est là que tu ouvres la porte, puis tu embarques dans cette wave-là, puis tu lances quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, on se parle, mais on a déjà complété 1 an, à peu près genre 48 épisodes, mais en vrai, c'est genre 60 semaines et plus de travail. Sans compter toutes les semaines qu'on a foiré, genre l'enregistrement, puis des trucs comme ça, il fallait recommencer. Fait que je trouve ça, tu sais, comme un mode... Que toi, comment tu as évolué, j'ai remarqué ça. Je suis comme, OK, il y a quelqu'un qui a compris la wave. Il a compris vraiment les tendances, quoi qui se passait. Puis comme tu viens de l'expliquer, hey, j'ai lancé ça parce que mon nom va comme briller plus tard. Que ça vient de l'humilité derrière ça, les success stories que je t'avais pas mentionné au début. Tu sens l'humilité? Mais c'est parce que quand tu mets tellement de travail dans quelque chose que t'as plus le temps de braguer. Là. Parce que t'es juste... I did it. Look at YouTube. Non, mais... Look at that. Mais c'est futile. Puis en même temps aussi, quand tu donnes des conférences, quand que tu t'en vas dans des événements, puis que c'est un peu surréel, il y a des gens qui font la file pendant genre une demi-heure pour que tu fasses un selfie avec eux autres, des affaires de même. Tu te rends compte qu'au final, c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux autres. Amené. Eux autres, ils ont acheté un billet, ils veulent avoir une expérience, d'avoir été avec une personne qu'ils perçoivent comme étant hot, et t'es cette personne-là. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Parce qu'eux autres, ils ont acheté l'expérience d'avoir une rencontre avec une star. Ça peut être n'importe quelle star. Okay? Ils vont la prop up dans leur tête. T'as beau être la meilleure personne du monde ou la pire personne du monde, ça n'a pas d'importance. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de la personne qui consomme le contenu puis qui engage avec le contenu. Puis le fait que tu prends le temps de faire un selfie avec la personne, ça fait juste en sorte que cette personne-là, elle sent validée, elle sent que son expérience a été positive. Puis au final, tu sais, t'es un peu utilisé par ton audience. De la même façon que tu utilises ton audience pour les revenus, ton audience, tu utilises pour la validation. C'est une route à 2 chemins. 100%. J'ai adoré ça, qu'est-ce que tu viens de dire. Ton audience, tu utilises pour leur validation. Tu sais, exemple, ils vont prendre un selfie avec toi, genre, oh mon Dieu, j'ai vu Olivier Lambert. Tu sais, comme, mettons, la story, tantôt, j'ai fait justement, hey, Olivier Lambert s'en vient sur notre podcast, il y a aussi le podcast. Je suis pas en train d'utiliser ça pour brag, justement, puis montrer aux autres que Olivier Lambert est en ligne pour avoir l'attention des autres, pour me sentir important. Ça, I've been there. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Une affaire que tu parlais sur le podcast d'Ambroise, que tu as dit, quand tu commences à poster sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à. Peut-être pas tout le monde, mais c'est comme ça que tu l'avais dit. Tu vas commencer à te créer. Tu vas parler comme si tu étais une personne, mais tu n'es pas encore cette personne-là. Par contre, à force de parler comme ça, tu vas devenir cette personne-là. Puis à un moment donné, tu es toi vraiment sur les réseaux sociaux. Versus, au début, quand tu commences sur les réseaux sociaux, tu n'es pas toi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ce que je voulais dire, dans le fond, c'est pas que tu parles que tu es une personne que tu aimerais devenir nécessairement. C'est juste qu'on est... Il y a comme un espèce de concept d'authenticité, là, où c'est le même principe. Tu sais, comme quand tu es un boy, OK, puis là, tu veux aller cruiser une fille au bar, OK, puis là, c'est quoi le conseil que tout le monde dit? Just be yourself. Sois toi-même. Be yourself is fucking hard. Parce qu'elle veut quelque chose d'autre. Non, mais juste à cause que quand tu es dans une situation où tu n'es pas habitué d'être dans cette situation-là, tu n'as pas nécessairement cruisé toute ta vie à temps plein pendant 5 ans pour te trouver, puis là, juste faire comme, moi, dans cette situation-là, je suis comme ça. T'es stressé, t'es gêné, t'es dans un nouveau territoire.
Puis, pour te protéger, tu as une idée. Tout le monde sait à quoi ça a l'air à être cool. On a tout à regarder des films. Dans une image On sait tout qu'est-ce que Tom Cruise a on l'air. va acheter. Ah, makes sense. Puis on se dit, Ça OK, marche. ben pour le rôle que je suis expected de jouer dans ce contexte-là, c'est le rôle de Tom Cruise ou de Brad Pitt ou peu importe, nomme l'acteur que tu veux nommer. Tu sais. Ben, fait que t'essaies de jouer. Uh-huh. Puis c'est ça qui fait en sorte que t'es pas toi-même. Puis c'est le même principe quand tu t'en vas sur les médias sociaux. Tu connais le rôle, ben moi je veux être tel influenceur, je veux être comme tel influenceur, je veux être comme tel influenceur. Fait que tu prétends être cette personne-là jusqu'à ce que, à travers l'expérience, tu découvres qui tu es réellement dans ce contexte-là. Fait que t'as pas le choix de partir avec un shtick, avec un persona que tu projettes. Mais 100%, moi je suis d'accord avec ça parce que même aussi, tu sais, dans les médias sociaux, ça fait un bout de temps que j'en ai fait, puis j'ai développé, à un moment donné, tu finis par développer un personnage de certaines choses. Dans la pandémie, j'en ai créé une couple de personnages parce qu'on va s'amuser, on va essayer de voir vraiment qui on peut être dans des niaiseries. Fait que j'ai créé un personnage qui fait des drinks d'alcool. Ouais. Puis ça l'a pogné à un moment donné, je suis comme, OK, quelque chose qui a marché derrière ça parce que j'ai donné un personnage derrière ça à l'image qui reste moi tout de même, mais tu mets un peu de sauce. Puis, juste pour... Qui dit que tu as besoin d'être toi-même sur les réseaux sociaux? Ouais. Parce que comme que je viens de mentionner, les gens, quand ils te suivent pas pour savoir, parce qu'ils s'intéressent réellement à toi, puis qu'est-ce que t'aimes, puis qui que t'es. Ils s'intéressent pour qu'est-ce que tu es capable de leur apporter en termes de divertissement. Fait que si tu t'en vas sur TikTok, right, il y a comme une espèce de vague de gens qui... parce que tu as des couples, parce que le gars, il fait quelque chose, puis là, sa blonde, elle overreact, puis elle pète une coche. Ouais. Ouais, Puis là, c'est drôle. Ça, c'est du entertainment Ouais, ça, 100%. là. C'est Bon. pas comme ça en vrai, là. Exact, ils sont pas comme ça en vrai. Puis c'est... Peut-être qu'ils sont comme ça en vrai. Who cares? Moi, la seule chose que je veux, c'est rire. Alright? Ben justement, fait que c'est bon ça parce qu'on peut commencer à challenger. Est-ce que challenger l'authenticité, vraiment, c'est quelque chose que on perçoit genre réel? On devrait-tu vraiment être authentique ou non? Parce que de toute façon, tout ce que vous voyez là, quand on fait des niaiseries là, qui vont attirer tout plein de likes, là, en bout de ligne, comme tu viens de dire, c'est la personnalité que tu perçois de moi, que moi j'essaie de te donner en avant-garde. Je pense que c'est en. Je pense à exemple Joe Rogan, qu'il a dit ça un moment donné sur un de ses podcasts. Genre, lui, il a une personnalité publique, mais il a aussi une personnalité privée. T'sais, puis il le dit ouvertement. Tu sais, genre, si tu parles avec moi après le podcast, ben, je vais te parler d'une autre manière. Là. C'est sûr, je vais te parler d'une autre manière que Je si sais je que te parle tellement pendant... impoli tantôt quand je suis arrivé, ça avait aucun Eh oui, sens. hey, Je croyais pas qu'est-ce qui se passait. Non, mais c'est ça, c'est juste. Ça veut pas dire que c'est une personnalité publique et une personnalité privée, que ta personnalité privée, c'est un esti de mangeur de marde qui envoie chier tout le monde. Mais les gens qui voient pas l'autre côté, puis qui c'est des consommateurs, ils font juste observer, ils veulent juste s'entertain, ils ont plus tendance à penser que t'es un mangeur de marde si, exemple, tu dis ça sur les réseaux sociaux, mettons. Does that make sense? Il y a tout le temps du monde qui va penser que t'es Ça. un mangeur de merde. Fait Peu que importe dans- qu'est-ce que tu dis pour- sur les mais dans réseaux le fond, en sociaux. ton cas, Mais c'est comme... le point, mettons, le parfait exemple de ce que je veux donner, là, c'est Dr. Disrespect. Fait que tous les gars qui game un peu savent c'est qui. Dr. Disrespect, tu connais-tu? Non. Connais-tu? Moi, je suis quand même un gamer, Toi, puis t'es je sais un pas c'est gamer, moi, quoi. je suis pas Fait gamer. Là. je Il suis se fait banner de surpris. Twitch, il pas long. Fait que Ok. maintenant, il est juste sur Facebook. Puis YouTube, je pense. Puis dans le fond, fait que c'est un gros personnage. Il y a une perruque. Il y a un faux. Je pense que j'ai vu... Ok, je pense que j'ai vu Il y a un quelque chose green comme ça. screen. C'est un personnage. N'importe qui se demande, qui se pose des questions sur l'authenticité sur les réseaux sociaux puis la création d'un avatar pour le purpose d'un entertainment. Mhm. Allez regarder un stream de Dr. Disrespect. Puis là, vous allez faire comme ah, ok. Ok, là, tu sais, je comprends quelque chose. Tu sais. Que ça va. Mais c'est... Puis dis-toi que pour tous les Dr. Disrespect, que c'est flagrant que c'est un personnage. Tous les autres aussi, c'est un personnage. Moi, je suis un personnage. Scotch, c'est domination mondiale, là. Ouais, non, ben j'ai... Écoute, tu me parles de scotch. Oui, j'en prends encore du scotch, mais j'en prends plus tant que ça. Tu sais, j'ai eu une phase de ma vie où je veux du scotch beaucoup. Puis là, j'ai appelé ma page de même. Puis là, tout le monde me label sur scotch. Puis j'arrive, puis je fais comme si j'étais un snob de scotch. Puis je vais te faire une présentation de scotch. Puis je vais jouer la game parce que je sais que c'est la game que tu veux que je joue. Mais en réalité, pas tant que ça. Domination mondiale, oui, j'ai bien l'ambition, mais j'en ai pas mal moins à 30 ans. J'ai 29, mais en fait, c'est pas long. À 30 ans que quand j'en avais à 18 ans. Là. À 18 ans, là, je voulais avoir la Lambo, la Ferrari, le manoir, le bateau, le yacht, l'hélicoptère sur le yacht, puis la Lambo dans le yacht aussi, the whole 9 yards. Parce que C'est ça que tu t'es un voyais. kid qui est plein de testostérone, puis la seule chose que t'as vécu, c'est genre t'es pauvre, puis t'aimerais ça plus être Ah, pauvre. je vais être le contraire. Mais là, tu sais, je veux dire, As-tu connu On est un dans coup un de podcast. maturité?
je vais te dire, yo, faut que tu domines le monde, sinon t'es une merde, parce que c'est mon rôle. Ouais? Est-ce que c'est pas ça? Mon audience qui me suit, elle va pas être contente. Elle veut entendre ça. Qu'est-ce qui se passe avec entendre ça. Olivier? Fait que là, on va- Ça vient deep. Unfollow that guy. Fait que là, on va mini-clip ce petit morceau-là. Là, tu mets ça, puis ça spread, t'es comme, yo, il veut dominer le monde. Oui. Si t'arrives et tu dis, tu sais, maintenant j'ai 30 ans, plus mature, plus d'expérience, je suis moins ambitieux qu'avant. Ça se peut que t'aies plein de personnes qui t'unfollow. Ah, moi, je veux quelqu'un qui est vraiment ambitieux puis qui veut un yacht avec son hélicoptère puis sa Lambo dedans. T'as comme deux choses quand que tu parles de créer du contenu. Tu as la surface puis tu as la substance. Puis moi, ce que j'aime le plus, là, fondamentalement, j'ai une communauté qui s'appelle La Tranchée. Puis moi, tout le temps, quand j'écris des articles de blog, là, je suis un gars de substance. OK? Je suis full stack dev, je suis un gars technique, je m'intéresse à comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce qu'on fait pour utiliser la technologie pour innover dans le contexte qu'on a. Puis les gens qui me suivent, c'est ce genre de gens-là. Ouais. C'est des gens que j'en ai une en tête. Karine Davidson-Tremblay, elle a une ferme d'alpaca. Nice. Puis elle est en train de patenter des Raspberry Pi pour automatiser sa ferme. Puis elle, là, ça, c'est mon client type idéal. Ça, là, c'est ce genre de personnes-là, quand ils sont sur la tranchée, ça, là, je les aime. C'est mes préférés. Parce que c'est des gens qui partagent fondamentalement les valeurs d'être autodidacte, de liberté puis d'autodétermination, puis d'innovation, puis de ne pas voir la technologie comme un obstacle, mais comme un outil, comme une arme qu'il faut apprendre à maîtriser. L'extension de soi. Ben, c'est comme genre l'humain 2.0. C'est le half man, half machine, genre. Hybrid shit. Ben, surtout sur le web, tu peux développer une machine qui va juste travailler sur toi. Tu sais, comme tu disais tantôt, genre backstage, où est-ce que tu pouvais gérer, admettons, tes autres studios à partir de ton ordi chez vous, sans être présent sur le studio. Check les caméras. Fait que faire un support technique, puis comme, hey guys, ouais, je viens d'arranger ça, puis everything works. You just did something else different. Puis là, je peux te l'arranger. Fait que, non, c'est... Je crois qu'il y a beaucoup de choses que les humains font en ce moment, en 2021, que un robot ou de la technologie peut remplacer. Fait que je pense que plus que le temps avance, plus que les humains vont faire des choses meaningful à place de faire des choses meaningless. Fait que c'est quoi la meilleure technologie en ce moment que tu pourrais proposer pour être plus meaningful? C'est dans toutes les sphères en ce moment que c'est en train de se faire un peu révolutionner. Là. Je vais donner quelques exemples concrets. Fait que le plus concret des concrets, ça va être GPT-3, qui est dans le fond OpenAI, qui est une fondation qui a été fondée par Elon Musk. Parce qu'Elon Musk il disait le AI, ça va amener la fin de l'humanité. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour changer ça. Parce que si on dit pas qu'on arrête de faire des AI, un peu comme la bombe nucléaire, si on ne dit pas que on ne fera pas de bombe nucléaire parce que c'est trop dangereux de vivre dans un monde où il y a une bombe nucléaire, mais l'alternative, c'est quoi? C'est d'essayer de créer un environnement ou un écosystème ou des comités ou quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être capable de pas tout se faire péter. Ouais. Et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il a essayé de dire aux gens de slacker sur l'intelligence artificielle. Quand il s'est rendu compte que personne n'était intéressé à lâcher le pied sur le gaz là-dessus, Let's go to Mars. Il s'est dit, OK, bon, mais on va faire une fondation qui s'appelle OpenAI, qui a pour objectif de démocratiser le développement de ces technologies-là pour faire en sorte que ce ne soit pas juste une personne qui ait accès, mais que ce soit tout le monde qui ait accès. C'est la décentralisation en crypto. C'est pour ça qu'il l'a vendu à Microsoft. Which makes no sense. J'avoue, mais il l'a vendu à l'autre entreprise. Genre, mais c'est pas Elon, à sa défense, c'est pas lui qui a pris la décision. Il n'y a pas ce pouvoir décisionnel-là chez OpenAI. Mais anyway, fait Microsoft, ils ont parlé, je pense, c'est 1 ou 2 milliards pour les droits d'accès au code source de GPT-3, qui est un moteur de... Je pense qu'ils ont 60 milliards de paramètres dans cet algorithme-là qui permet de comprendre le contexte et de générer du sens selon le contexte. Fait que là, Microsoft qui avait déjà acheté GitHub, qui est la plateforme de développement pour copy-paste les codes. Là. Bon, fait que GitHub ont lancé récemment GitHub Copilot. Où est-ce que tu expliques qu'est-ce que tu voudrais faire comme fonction et GitHub Copilot va te l'écrire. Mm-hmm. Donc, tu dis, moi, je veux une fonction qui va sur les serveurs de, je sais pas moi, weather.com pour checker la température. Si la température est plus que 20 degrés Celsius à Londres, à ce moment-là, je veux que tu envoies un courriel à telle adresse puis que tu updates telle affaire dans ma base de données. Tu écris tes lignes de code vite en ciboire. Mais là, tu fais juste le dire. Oui, mais c'est ça. Là, mais tu dis, puis bra, il y a le code qui est là. Ouais. Puis l'autre démo que les gens peuvent aller regarder sur YouTube,
right now, c'est Roblox, qui ont incorporé, qui est un autre, je pense, projet de Microsoft. C'est un jeu un peu boboche, là, parce que tu te promènes et tu fais des choses. Fait qu'ils ont pris le moteur de GPT-3 pour générer des textes avec un autre AI de Microsoft pour être capable de générer des voix. Puis, tu te promènes, tu peux aller voir n'importe qui, tu peux lui parler, puis ils vont te répondre. Fait que là, mettons, comme tu t'en vas voir un gars dans la rue, dans Tech Démo qu'ils ont fait, tu vas voir un gars dans la rue, tu demandes « Hey, what's up? » Là, c'est un peu lent là, pour ceux qui vont vraiment prendre la peine de l'écouter, là, parce que dans le fond, tout est fait sur le cloud, puis il n'y a aucun processing qui est fait en local, parce que les ordi ne sont pas faits pour faire ce genre de computing-là. Mais la personne te répond I am very late for work. I have to go to the post office right now, or else my boss will fire me. Fait que là, c'est comme OK, what do you do at the post office? Puis là, la personne répond I am the best mailman there ever was. And shit. Bla bla bla. Puis là, il peut inventer des histoires de même. Puis à un moment donné, il fait comme I have to go right now. See you later. Puis il s'en va. Puis après ça, tu te retournes de bord, tu s'en vas voir le vendeur de hot dogs. Puis il est comme Hey, what's up, man? Comme Hey, I sell hot dogs. What kind of hot dogs do you want? Puis là, il dit What kind do you have? I have the spicy hot dogs, the extra spicy hot dogs, the hot dogs without buns. Puis tu vois. Fait que dans le fond, ça, c'est des NPCs. C'est pas un autre joueur. C'est des NPCs. C'est des NPCs. C'est comme, mettons, là, ta peau, OK? Qu'est-ce qui te dit que tu as du sang en arrière de ta peau? Right? À cause que tu prends un exacto, tu t'ouvres la main, faites-le pas à la maison, puis tu vois du sang qui apparaît. Sauf que qu'est-ce qui te dit que le sang qui est apparu n'a pas été généré automatiquement quand que tu t'es coupé? Ça, c'est la théorie de on vit dans une simulation. La simulation, oui. Bon. Si tu fais un jeu vidéo avec une intelligence artificielle, tu peux très bien faire en sorte que tu peux prendre n'importe quel livre. Mettons, tu joues à Elder Scrolls Online, tu joues à Oblivion, peu importe. Tu prends un livre sur une bookshelf, tu l'ouvres, il n'y avait rien d'écrit dans le livre avant que tu l'ouvres. Ouais. Et quand tu l'ouvres, c'est généré on the spot. Quand tu t'en vas dans une pièce où ce que personne n'a jamais été, c'est généré on the spot. Fait que ça te donne un espèce de système qui te permet de faire en sorte que toutes les quests, toutes les histoires, tout le storytelling du jeu est découvert au fur et à mesure que les gens y jouent. Mais tu vu, admettons, il y a admettons, des bots dans les médias sociaux que, dans le fond, eux autres, c'est ça qu'ils font pour être le meilleur, avoir le meilleur compte. Ils vont aller chercher tout ce qui se passe dans les nouvelles puis commencer à créer du contenu, faire une personnalité. Tu sais, les fake personnalités, tu sais, comme le deepfake même. Je checkais ça tantôt, là. Fait que là, tu peux créer un bot qui a l'air humain, puis il va, à chaque jour, il va juste scroller l'Internet. Genre Donald Trump. Donald Trump, genre des trucs politiques. Je vais vous donner un exemple dans le marketing de l'application GPT-3. GPT-3, vous pouvez aller en ligne, les gens qui nous écoutent, se mettre sur la liste d'attente pour avoir accès à la bêta. Moi, je l'ai fait, j'ai accès à leur API. Je peux utiliser GPT-3 pour faire mes trucs. Je suis en train de travailler sur un robot qui s'appelle Robolivier pour mon forum de discussion. Je vais pouvoir taguer Robolivier, puis là, il va te répondre, tu sais. Je travaille pas fort là-dessus, là, parce que... Charles Robolivier. On n'est pas encore rendu au point où ça va être mind-blowing, mais comme facilement dans 5 ans... Il va faire des tâches. Facilement dans 5 ans, je peux... Parce que l'affaire, c'est que Robolivier va inventer des choses qui n'ont pas rapport. Genre, mettons, tu demandes à Robolivier comment est-ce que je fais pour... C'est quoi la meilleure stratégie pour faire genre comme du email marketing à tel type de personne? Puis là, Robolivier va te répondre, mais il va inventer des concepts, il va inventer des experts, il va inventer des sources, puis il va linker vers les sources qu'il invente. Ça, c'est fou que tu viens de dire parce que dans le contexte politique qu'on est de fake news, là. Ouais, non, t'es capable de créer du contenu qui est très, très believable avec ça. Puis de créer le white paper. Mettons, tu mets une source scientifique, tu peux faire en sorte que tu génères aussi la source scientifique qui est citée, puis que tu génères le profil Facebook ou LinkedIn. Il va chercher des mots-clés. Du PhD professors qui l'a. Tu sais, fait que tu peux créer des fausses personnes, puis des faux papers, puis des faux tout. Mais dans un contexte où ce qu'on encadre ça avec, mettons, quelqu'un qui travaille dans une agence web, tu peux dire, génère-moi, je sais pas moi, 100 ad copy creatives, sans images, sans texte, puis après ça, tu prends quelqu'un, que lui, sa job, c'est juste de choisir à travers qu'est-ce que l'AI a généré pour lui. Fait que ça rend tes employés beaucoup plus efficaces. Puis tu n'as plus besoin d'être un pro copywriter pour écrire des textes qui sont sa coche. Mais il y a beaucoup en ce moment pour Facebook des ad bots qui vont exactement des copywriters qui vont créer tout ton texte selon qu'est-ce qui pogne le plus. Exact. Puis boum, tu prends ça, tu choisis OK, I have 5. Au prix, tu vas toutes les lancer dans Dynamic puis il va toutes les tester comme hey, this one works. This one converts. Est-ce que tu connais Lex Fridman? Lex Fridman. Ouais. Andrew Huberman. Nope. Non. Andrew Huberman, c'est un gars qui est dans le
même niveau que lui, là, c'est des amis. Andrew Huberman, lui, dans la neuroscience. Puis Lex Fridman, je pense qu'il est plus dans la computer science, d'après ce que je comprends. Il y a un podcast où est-ce que les deux, un podcast des deux, dans le fond. Puis Lex Fridman, lui, qu'est-ce qu'il voit de tout ce qui est l'AI, c'est qu'il aimerait ça voir un AI qui est capable d'accumuler les expériences avec un autre être humain puis de développer une relation avec un être humain. Tu sais, nous, pourquoi, mettons, moi, quand j'arrive chez Ray, pour la 37e fois, j'y parle pas de la même manière que j'y parlerais la première fois que je le verrais. Comme live, je te parle pour la première fois. Mais la 37e fois que je te verrais, ce serait différent. Fait que ce serait des données accumulées, un peu comme tantôt l'histoire de Roblox. La première fois que tu vas voir le marchand d'hot dog versus la 37e fois que tu viens voir le marchand d'hot dog. Il va-tu encore repartir de zéro ou il va avoir des informations accumulées à propos de ta personnalité ou le type de questions que tu poses. Après ça, il va aller dans une autre direction. Ça, c'est un problème de processing power. Parce que dans le fond, à chaque fois que tu interagis avec ton AI, tu peux lui donner un contexte. Right? Fait que tu pourrais lui donner l'entièreté de qu'est-ce que tu as eu comme interaction avec et tu lui demandes de compléter cette interaction-là. That's a lot of data. Fait que c'est juste que lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut qu'il chunk down tout ce qui s'est passé. Il faut qu'il processe à travers son neural engine. Et c'est juste que présentement, au niveau de l'architecture des processeurs, on n'est pas encore à un stade où dans ton téléphone, tu as assez de computing power pour avoir l'expérience similaire que tu as. NVIDIA, là, dans leur cloud, dans leur data center, là, ils ont des clouds fucking awesome qui sont faits pour ça, sauf que la plupart de ce processing power-là n'est pas utilisé pour des applications qui sont... Ben, c'est trop important. T'sais, ils ne vont pas utiliser ça pour toi, mettons, qui essaie de parler avec un avatar. Ils vont utiliser ça avec quelqu'un qui est en train de faire une recherche sur le cancer ou whatever, là, pour le vaccin comme le COVID. Le vaccin pour le COVID a été trouvé, je pense que c'est le 16 janvier 2021, c'est ça. Ça a été trouvé très, très tôt au début du COVID. Ça a été c'est Moderna, dans le fond, l'entreprise de Californie, qui a pris un AI pour séquencer le virus, pour sortir qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour être capable de faire le vaccin. Puis genre le 16 janvier, un an avant que tout se passe puis tout le monde meurt, il y avait déjà le vaccin qui était efficace. C'est juste qu'il fallait qu'il passe à travers les trials puis le mass producing. C'est pour ça que ça l'a accéléré très rapidement. Si je comprends bien. Ouais, puis le fait qu'ils n'ont aucune responsabilité si jamais quoi que ce soit de mal se passe. Ben ouais, c'est le gouvernement. Le bill est déjà payé puis il délai avec la mort et le gouvernement. Le contrat de Pfizer a été leaké aujourd'hui. Ben oui, c'est ouais. Puis ils n'ont aucune liabilities puis le gouvernement ne peut pas retourner qu'est-ce qu'ils ont acheté si jamais il ne marche pas. Ouais, ça je l'avais vu aussi, puis c'est à ce point-là que c'est sale. Je ne vais pas rentrer dans la politique, parce qu'en ce moment, ça, c'est tellement problématique. C'est tellement séparatiste, cette conversation de est-ce que tu es vacciné ou non vacciné. Anyway, on peut passer à d'autres choses. I don't care. I don't give a fuck. I don't give a shit either. Mais sinon... Yeah. Par rapport au vaccin, moi, je n'irais pas nécessairement j'ai acheté des stocks de Moderna. J'ai acheté des stocks de toutes les compagnies pharmaceutiques qui ont travaillé sur la H1N1 puis qui ont travaillé sur l'Ebola. Et puis, je me rappelle, je les ai achetés genre au tout début de la pandémie, alors que personne ne savait encore qu'il y avait une pandémie. J'étais en Floride avec mon boy, on checkait sur Twitter. Il y avait du monde qui mourait en Chine. On a acheté un paquet de stocks. On s'est rendu compte, 3 mois plus tard, ça n'a pas me payer calé qu'on... Fuck off, j'en ai vendu une partie. Puis, j'ai moved on. Mon ami, s'il avait gardé sa position, je pense qu'il avait mis 800$. Il l'aurait transformé en 40 000. That's it. Ouais. Il a fait de l'argent avec d'autres choses parce que tout a monté dans ce money printer go brr, comme qu'ils disent. Ouais. Mais, fait vaccin, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je vais sauter de sujet, mais c'est relié. Là. Mon chat s'est fait spray par une moufette dread d'en face. Dread d'en face, là, elle avait les yeux fermés, elle bavait. Puis c'était la grosse panique pendant genre 2 heures. Elle avait des chocs nerveux de même. Puis après ça, mon père me dit, là, vas-tu survivre? Je suis comme, yo, un chat qui se fait spray de même dans... genre dehors, là, tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se tatch en dessous d'un balcon, puis il va attendre que ça passe, puis il va juste, genre, combattre le virus naturellement. Right? C'est pas vraiment un virus de la piste de moufette, mais... Ben, il y a des... Il y a certains composants là-dedans que, tu sais, ça peut être une maladie ou whatever. Tu sais, je vois ce lien-là avec, exemple, un être humain. Je pense qu'un être humain... Exemple, mettons si tu pognes un singe, là, mais que tu vaccines jamais le singe... Est-ce qu'il peut devenir un être humain à un moment donné ou c'est parce qu'on a appris à combattre les bactéries qu'on est maintenant devenu plus complexe qu'un singe?
You know what I mean? On est allé de AI à parler de singes. Ouais. Ma blonde est là en arrière, elle-même, les gros yeux de main. Sûr? Voyons, c'est bon, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une conversation à avoir. Il y a plusieurs questions, plusieurs layers dans ce que tu viens de dire. Est-ce que tu veux qu'on ait cette conversation-là? Moi, ça me dérange pas. Mais est-ce que les gens vont apprécier qu'on parle de singes? Maybe not. Maybe not. On va retourner à la case. Mais ça me dérange. On pourrait le garder pour un backstage. Là, parce que la conversation est là, mais tu sais, vraiment pour garder un cap sur qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'on est allé de fucking con. C'est allé deep, là. Ordinateur à singe. Rocket ship, là. Trip de mush. C'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr qu'on s'en va. La question de base, c'est comme, right now, c'est quoi les technologies qui sont les plus disrupting? Puis là, je t'ai mentionné OpenAI, qui est comme un algorithme d'intelligence artificielle qu'on est capable d'utiliser pour intégrer ça à nos processus d'affaires, pour faire en sorte d'augmenter notre profitabilité en automatisant des tâches que il faut que tu payes des employés pour faire. Mais il y a un paquet d'autres tâches qu'on est capable d'automatiser aussi. Si on s'en va sur le site de Microsoft, ils ont des API pour toutes. Que ce soit pour la détection de personnes, fait que tu as comme une base de données d'individus, puis tu vas être capable de mettre un nom sur l'individu. Tu es capable de prendre un AI pour ça. Tu es capable de prendre un AI pour faire la description de produits sur ton site web. Tu es capable de prendre un AI pour créer des creative ads, comme que je t'ai mentionné tantôt. Mais, tu sais, littéralement, peu importe ce que tu penses que tu as besoin d'avoir l'intervention d'un être humain pour être capable d'automatiser ça, probablement que tu es capable de l'automatiser. Jusqu'à date, on se rend compte qu'on peut beaucoup automatiser. Le gros de la job, c'est juste de mettre les différents AI en relation les unes avec les autres. Fait que tu pars avec le résultat de un, tu modifies un petit peu ta donnée, tu t'en vas voir avec un autre, tu modifies un petit peu ta donnée, tu t'en vas voir avec un autre. C'est de créer des scripts qui automatisent tout ce process-là. L'intégration des AI, dans le fond. Exact. Et non seulement de AI, mais aussi de IoT, dans le sens que tu as des sensors qui sont partout. OK? Moi, avec les studios de la tranchée, les bunkers que ça s'appelle, avec mes studios, je fais en sorte que je sais c'est quoi la température, je sais c'est quoi les sensors quand les gens y rentrent, je sais que les gens sont rentrés, je sais c'est quoi la vitesse du processeur, à quelle vitesse est-ce qu'elle roule l'ordi, c'est quoi les logiciels qui sont ouverts. Tout ça, ça run sur un serveur d'automation. Puis je suis capable de prendre n'importe quelle variable et de les faire interagir les unes avec les autres. Bon, je n'ai pas de robot compliqué, là. C'est un studio d'enregistrement. Mais moi, je me mets dans le contexte j'ai une business qui est beaucoup plus complexe, soit une business de logistique, une business de shipping, où il faut que tu envoies des produits, peu importe c'est quoi. Il y a probablement, at scale, beaucoup d'automation que tu es capable de faire qui vont être capables de remplacer. C'est comme Amazon. Amazon, leur fulfillment, là, c'est que de l'automatisation. On peut regarder Boston Dynamics, les vidéos avec l'autruche. Ouais. C'est insane. Non, ben justement, je pense qu'on est rendu vraiment à une étape qu'on était très, très pressé. Puis, penses-tu être capable de pouvoir gérer une entreprise tout seul, mais une entreprise qui nécessite 10 employés, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces automatisations? C'est-tu possible? Une entreprise en ligne, sur le web. Oui, pour ça. Dans le fond, ça dépend de ce que tu qualifies comme tout seul. Est-ce que le fait de rely sur des fournisseurs de services qui ne sont pas des employés, tu es encore tout seul? T'sais? Ouais. Puis, je pense que de plus en plus, ça va s'en aller vers là. Tu vas avoir plein de fournisseurs de services qui ne sont pas nécessairement tes employés. Puis, tu as des besoins ponctuels qui ne demandent pas quelqu'un full-time, mais qui demandent une expertise pointue, ponctuelle, où ce que tu sets ton process en place, puis ensuite de ça, tu fais de la maintenance. Probablement que n'importe qui grossit assez va avoir besoin d'un département fiscal, comptable à l'interne. Ça serait dans le fond presque le seul que tu dois avoir au moins. Ben, ça te prend quelqu'un pour le marketing, probablement à l'interne. Fait que, il y a comme une couple de key roles, mais ces gens-là vont être amenés probablement à collaborer avec des fournisseurs de services à l'externe. Ok, ouais, non, c'est... Je suis curieux de savoir si... Tu sais, c'est un sujet qu'on n'aborde vraiment pas beaucoup. Puis moi, c'est un sujet qui me passionne énormément. C'est les singes. Il retourne aux singes. Non, a little bit, but it's not monkey. Mais psilocybin. Ouais. Tout ce domaine-là, c'est tellement... On va parler de moche. C'est tellement intéressant l'avancement par rapport à ça au niveau des thérapies. Les universités commencent à réaliser que, oh shit, maybe meditation is good. Fait, tout ce qui est out of boundaries, qu'on est capable maintenant d'atteindre en ce moment consistently, puis de montrer ça avec des data, this shit fucking work, puis amener ça, tu sais, le plus tôt possible dans le corps d'un être humain. Je pense que this shit is good. Mais c'est de briser les barrières de qu'est-ce qu'on pense de, exemple, des drogues.
c'est quoi une drogue. Parce que psilocybin, this is a drug, c'est une magic mushroom. Mais il y a une manière de réguler cette drogue-là. Exemple, tu prends 0,5 grammes, puis après ça, ben, tu as une discussion avec quelqu'un. 0,5 grammes, c'est quand même pas mal. 0,5 grammes, mais c'est juste assez pour, you know? C'est quand même pas mal. Les couleurs vont être belles. Les couleurs vont être très belles. À 0,5 grammes. Il y a une compagnie qui s'appelle Schedule 35 que vous pouvez tous vous en aller sur Internet right now. J'écoute leur podcast. Allez acheter du moche as we speak. Et leur microdose, c'est 50 mg. Ça 0,05 grammes. 0,5 grammes, c'est pas mal. C'est leur macrodose. Mais toi, tu vois des bonnes couleurs. T'es-tu ouvert de dire I tried? Parce que moi, 0,5 grammes, je pourrais vous parler comme je vous parle en ce moment. Ça dépend de quel avec type. Parce que dans le fond, avec le moche, il y a beaucoup d'habituation qui se fait. Si t'en prends, mettons, 2 fois dans la même semaine, la deuxième fois, il ne fera rien. J'ai l'air d'un gars qui en fait vraiment beaucoup. J'en fais vraiment pas beaucoup. J'ai déjà fait pour l'essayer. À cause justement de tous les podcasts qui parlent des expériences. T'as essayé à un moment donné? Oui, je pense que il y a différents types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui, pour être capable de... Il y a des gens qu'il faut qu'ils essayent. Il y a des gens qui se le faire dire, c'est correct. Moi, je suis définitivement le genre de personne que... écoute, tu peux pas me dire que je vais voir des elfes. Non. Puis ben, tu vas pas voir des éléphants non plus. Moi, je suis curieux à voir c'est quoi ce sentiment de voir quelque chose qu'on me dit. Est-ce que je vais vraiment voir quelque chose que tu me dis que je vais pouvoir voir? Ben... En fait, la réponse, ce serait non. Tu vas pas voir quelque chose qui est pas là. Tu vas voir quelque chose qui est là, mais que normalement, tu peux pas voir. Exemple, en ce moment, si je regarde la lumière, je peux seulement voir la même chose que live que toi, tu vois. Ton cerveau est très créatif, fait qu'il peut jouer autour. Là. Ouais, tu peux jouer. Proposer d'autres possibilités de qu'est-ce que ton interprétation. C'est comme si, mettons, tu as un AI, okay, là, puis là, tu passes un algorithme de face detection sur quelqu'un. Il va te dire à quel pourcentage est-ce qu'il pense que cette réponse-là est la bonne. Et normalement, on a juste la bonne réponse. Puis c'est pour ça que sur du moche... Avec ça, on a comme les autres explications potentielles. C'est pour ça que quand tu es sur du moche, même pas une grosse dose, une petite dose minuscule, très subtile, tu vas plus être connecté avec la personne. Ouais, c'est vrai, il y a des sponsors de côté là, qu'on ne sait même pas, mais c'est sponsorisé par Schedule 35. Non? Parce que Schedule 35 et les singes, le zoo de Granby, là. En ce moment, tu viens de diverger 2 fois. Mais je voudrais revenir vraiment parce que qu'est-ce qu'on disait à l'orientation, on s'en allait parce qu'en ce moment, on est allé de moche à singe à technologie. Je vais dire de quoi de vraiment important, là, par exemple. La lune. Après ça, je finis. C'est pour ça que quand tu es sur du moche, tu es plus connecté au niveau de l'intuition. Tu n'as pas besoin nécessairement de parler. L'autre personne, elle sait qu'est-ce que tu feels. C'est plus... Tu vois un layer plus bas d'émotion, de compréhension, que tu n'as même pas besoin de parler, c'est plus profond. Moi, pour quelqu'un, j'ai jamais essayé. Fait que je pourrais pas te dire exactement c'est à quel niveau ça. Fait moi, je pense dans la discussion d'essayer des nouvelles choses, je serais dans d'essayer. Toi, t'en as essayé genre juste pour voir vraiment ce que ça donnait. Mais je voudrais voir vraiment ça serait quoi que ça pourrait m'amener plus. Mais selon moi, quand tu prends certaines choses comme ça, des doses, je pense qu'il faut que tu sois dans un environnement aussi, il faut que tu sois peaceful. Si tu veux atteindre... Settings. Puis, être peaceful, là, c'est comme... Moi, je conseille, vraiment... J'ai des amis qui ont organisé un petit chalet puis voir des on va le pop, boum, pop du moche, mais je suis comme, yo, guys, est-ce que ça va bien dans ta vie? Exact. Est-ce que vraiment, il y a une femme qui vient de te niaiser ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as un down ou quelque chose? Parce que sinon, ben, ça va aller mal pour le week-end. 100%. Mais c'est comme... c'est un peu comme aller au gym. Il faut que ça fasse mal faut que tu pètes tes muscles pour être capable de les faire grandir. Puis quand tu es dans le moche, c'est pas pour rien que la recherche sur le moche, c'est justement dans les contextes de thérapie. Parce que ça aide. Puis c'est pas plaisant. Mais tu regardes les recherches qui sont faites, c'est pas plaisant là, l'expérience des gens qui sont sur le moche pendant qu'ils sont sur la thérapie. Là. Ils voient pas genre des anges. Là. Ils confrontent leurs démons. Et c'est l'acte de confronter leurs démons qui font en sorte qu'ils sont capables de ressortir de là d'une façon qui est healing et qui est positive. Fait que c'est sûr que si tu as beaucoup de démons, fais pas ça comme pour le fun dans une ruelle. Essaye d'avoir un psychiatre qui est formé pour accompagner les gens là-dedans, à les guider dans une expérience positive. Puis moi, je suis à 100% pour qu'on continue l'exploration de ce genre de thérapie-là. Il y a une compagnie qui s'appelle
MindMed, MMED, si jamais ça vous tente d'acheter des stocks de MindMed. J'ai perdu 30% avec les autres. Je ne suis pas tant convaincu de mon investissement, mais je suis convaincu de leur mission. C'est toi à vouloir acheter quand tu viens de dire ça. Ils ont une bonne mission d'entreprise et c'est justement ce qu'on est en train de discuter, c'est la thérapie assistée par psychédélique, que ce soit le LSD ou la psilocybine, le moche. Je pense qu'il y a beaucoup ou la MDMA pour qu'est-ce qui est des chocs post-traumatiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Moi, ce que j'ai vu qui pourrait aider beaucoup, tu sais, vraiment, c'est la micro, genre, les microdoses. Pas rien qui va juste... puis moi, je sais pas encore... C'est comme, écoute, okay, moi, je sais pas est-ce qu'on peut s'entendre que quelqu'un qui fait de la poudre à tous les jours, il y a un problème? Ouais, 100%. Est-ce qu'on peut s'entendre que quelqu'un qui fait du Ritalin, du Vivance, du Concerta, t'as les trucs légaux, de l'Adderall, du Adderall, est-ce que cette personne a un problème? À un moment donné, ouais, parce que tu ne vas pas te rechercher nécessairement. Il faut que tu aies besoin, genre... C'est la même chose, guys. Il y en a juste un qui pète pas le nez. Non, c'est sûr. Exactement. Non, 100%. C'est pour ça il y a des trucs qui sont pharmaceutiques et donc sont illégaux. Hey, what's up, guys? C'est le retour de la pandémie, puis maintenant, les événements sont ouverts pour tous. Moi, je sais pas vous, mais j'ai été invité à quelques mariages dernièrement. Puis je me pose la question, où est-ce que je vais aller magasiner mon suit pour les prochains mariages? Puis je vais vous dire quelqu'un en ce moment que moi, je me suis tourné vers Suitably. Suitably fait des suits sur mesure pour vous tous qui ont un mariage, qui ont un événement, qui sont en affaires. Vous voulez quelque chose de vraiment propre pour l'été? Suitably sur mesure. Vous allez voir, tout va être personnalisé selon votre taille. Fait que c'est pas quelque chose que vous allez chez Zara et ramasser du rack. Nope. On va venir vous mesurer. Vous pouvez le faire en ligne en plus. Ça, c'est la technologie derrière Suitably. Vous pouvez le faire en ligne. Répondez à 12 questions, puis vous allez voir vraiment votre taille se dérouler devant vous. Ensuite de ça, choisissez votre suit et vous êtes prêt. Dans 30 jours, vous êtes votre suit, votre mariage. C'est vous qui allez avoir le meilleur suit de tous. Fait que si vous voulez vraiment un habit sur mesure, suitably.com. Fait au Québec, fait au Canada. Ça va devenir les meilleurs producteurs de suits sur la planète. Est-ce que vous êtes prêts? Sur mesure, suitably.com. Tu allais dans une direction genre solopreneur plutôt que l'entreprise. Au lieu de dire comme, hey, je scale up à avoir genre une tonne d'employés. Ça a été quoi vraiment ta motivation, ta raison derrière ça? De voir les choses que tu trouves en ce moment, tu allais dans une direction où est-ce qu'on dirait que tu t'amuses plus à faire ce que tu fais. Comme je te disais tantôt, on a plus de liberté. Subjectif. Mais on n'a pas le stress de gérer du monde autour de nous. Mais tu as des stress, effectivement, parce que ça dépend tout le temps du scope de responsabilité que tu veux prendre. Le stress, c'est intimement relié à la quantité de responsabilité que tu as et l'impact que tes décisions ont sur les vies des autres. Fait que le stress, moi, j'en ai encore. Parce que là, présentement, la tranchée de la façon dont c'est structuré, c'est que j'ai une plateforme où j'ai un ensemble d'incitatifs sur la plateforme qui fait en sorte que les gens vont aller soit faire la promotion de formations qui sont là-dessus ou qui vont venir proposer leur formation là-dessus. Puis là, dans le fond, les affiliés, il y a comme une espèce de système où tu es un prof, mais le nombre de fois que tu as ramené le client ou le prospect sur la plateforme va te donner un pourcentage X sur toutes les transactions qu'il va faire. De la tranchée à la formation. Exact, c'est ça. Fait qu'il y a comme un système de royauté puis un système d'affiliation. Puis les deux jouent ensemble pour faire en sorte que les gens aient envie justement de participer puis de faire en sorte que... Bon, fait que quand j'ai quelqu'un qui va faire un lancement sur la tranchée à 35, 40, 50 000, il faut que tout marche. Il faut que tout ça coche. Puis s'il y a le moindre petit accro, bien, c'est de l'argent que je fais perdre à quelqu'un. Il faut que ça marche. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de pression à ce niveau-là, mais c'est la pression sur moi-même, mes propres compétences, c'est ce que je suis capable de faire. Lorsque tu travailles avec une équipe, il faut que tu abandonnes ton rôle de... Puis souvent, les gens qui vont commencer à atteindre le niveau où ce que tu peux avoir en équipe, c'est des gens que c'est des professionnels qui sont bien skilled dans un area, qui vont faire en sorte qu'ils vont aller chercher beaucoup de clients, grossir, sont rendus au niveau où ce que ça veut prendre les employés. Ils n'ont pas le profil de gestionnaire. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils ne savent pas c'est quoi un bon gestionnaire nécessairement. Ils ont juste vécu l'autre côté de la médaille, qui je suis un employé. Peut-être qu'ils se sont fait gérer par quelqu'un d'autre et ils n'ont pas aimé le style de gestion que cette personne-là a eu. T'sais. Fait que, quand tu arrives à ce stade-là, c'est tout un autre type de challenge. Puis il faut que tu arrêtes de faire la chose pour laquelle tu es bonne pour être capable de faire la chose pour laquelle tu n'es pas nécessairement bon pour faire. Et ça, c'est un switch qui est... Moi, personnellement, je n'ai pas capable de le faire. Gérer des gens, je ne suis pas capable. Probablement que quelqu'un me dirait que c'est une croyance limitante puis que je limite mon potentiel, etc. Mais moi, je suis plutôt dans ceux qui vont dire, ben regarde, prends qu'est-ce que tu aimes puis essaie de designer ton entreprise puis ton lifestyle autour de tes compétences. Puis moi, j'ai aucun problème à avoir la pression
de créer un système qui fonctionne bien, puis de créer un marketing qui fonctionne autour de mes trucs. Parce que je sais que je vais être capable de gérer ce bout-là. Mais on dirait que tu aimes ça ouvrir le capot. Genre, t'es le gars que genre j'aime me salir les mains puis essayer de voir comment je vais améliorer ce processus. Si jamais j'arrête de me salir les mains, je vais trouver ça poche. Je vais me salir la main dans d'autres choses, tu sais. Fait que la raison pourquoi est-ce que laquelle j'ai été plus dans une direction, pas d'employé, je suis seul dans mon entreprise, je suis content de même, je travaille avec plein de gens de façon un peu décousue et je les aide à vendre leur formation sur la tranchée. Eux autres font la promotion de la tranchée de cette façon-là. Moi, je suis content, eux autres sont contents. J'ai des studios d'enregistrement qui permettent à des gens de faire des formations, qui permettent à des gens de faire des podcasts. Fait que s'ils font leur formation studio, ils la vendent sur la tranchée. Je suis content là, je suis content là. Je les aide à faire leur tunnel de vente puis à grossir leurs trucs, ce qui fait en sorte qu'ils vendent plus de formations. Tu sais, je vais juste créer un système qui permet aux gens de collaborer. Chose qu'en 2012, quand j'ai starté mon blog, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de système de collaboration en place. Fait que moi, mon rôle que je vois que j'ai eu, ça a été lay down the groundwork, mettre des infrastructures en place pour que les gens puissent travailler ensemble. À la place de tout faire chacun de leur bord en silo. Puis une fois que puis ensuite de ça, c'est de convaincre les gens de travailler ensemble. Puis de continuer de build, puis de bâtir les features qui font en sorte que tu as un système qui est robuste, que les gens aiment, puis qui apporte de la vraie valeur sur le marché. Mais c'est un peu aussi notre génération, je trouve que. Puis je voyais, tu sais, vraiment, j'écoutais par exemple un des derniers épisodes de John McAfee. Lui, il parlait vraiment de la génération qu'on a été. Tu sais, on était la génération qu'il fallait vraiment qui se bâtit par elle-même avec tous les obstacles qu'il y a eu. Tu sais, admettons, l'économie, il y a eu, admettons, le terrorisme, tout ce qui s'est passé. Fait l'éducation, l'Internet, fait qu'il fallait que nous autres, on fasse les choses différemment. Puis comment je le vois, c'est comme tout le monde peut être one man for themselves, puis quand même, genre, réussir. Puis, on peut développer tous nos outils. Puis, pareillement, tu sais, je t'entends écouter parler, genre, vraiment de ta plateforme de formation. Moi, c'est sûr, je drop ma formation là aussi. Puis, tu sais, faire vice-versa. Ça va te faire shine. Moi, ça va me faire shine. On va tout shine. Puis, de cette façon, tu sais, on va pouvoir entreprendre qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, dans nos vies, d'aller chercher moi, ce que j'appelle ça, la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Puis tantôt, on en parlait, tu sais, avec la vague de COVID, il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette opportunité-là pour se lancer, d'avoir le lifestyle de « je fais ce que je veux quand je veux », comme tantôt tu avais dit. Mais c'est comme, en ce moment, il y a un manque d'employés partout. Il y a personne qui veut faire les jobs de c'est pas un problème de la génération, ça, c'est un problème de responsabilité fiscale. Ouais. C'est Trudeau. Non, exactement. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Mais justement, à cause de ça, parce que lui, il est juste allé donner genre un bonbon durant une période à certains types de personnes où est-ce que, pourquoi j'irais travailler derrière ça quand je peux l'avoir encore plus? On a eu cette discussion-là. Pourquoi j'irais vendre, genre, laver des assiettes au salaire minimum? Mais si, quand je peux faire plus d'argent, recevoir du cash par le gouvernement. Puis l'autre chose, c'était comme, il y a du monde qui a rien qui fait plus chier les entrepreneurs que qu'est-ce qui s'est passé cette année. Rien. Non. Pour ceux qui avaient des entreprises, pour moi, ça m'a tellement genre propulsé. Pour d'autres, ça a été comme la merde. Moi, je connais du monde qui ont des restos, des trucs comme ça, ils ont eu de la misère. Les horaires, c'est rendu bizarre maintenant. Genre, on ferme cette journée-là, puis on est ouvre à partir de 4 heures. C'est quoi cet horaire-là? Il n'y a personne qui veut faire les jobs de merde. Juste parce que tu veux faire autant de cash sur la crypto, par exemple. J'ai entendu de quoi, quand même, je trouvais ça Toi, dans le fait? Je suis pas un... Moi, je suis un bitcoiner. Tu parles beaucoup de crypto, là. Je suis un bitcoiner. Je suis pas un maxi bitcoiner, mais je suis un bitcoiner. Maxi? Un maximaliste, c'est quelqu'un qui est juste Bitcoin all the way. Okay. Le reste, c'est de la merde. Bon, c'est complexe comme sujet. Moi, ça m'a pris énormément de temps avant de wrap my head around crypto. Il y a des gens qui rentrent pour la crypto pour la première fois dans le marché actuel. Fait que là, ils vont voir genre Shiba Inu, ils vont voir Dogecoin, ils vont tout regarder ces coins-là, puis ils vont faire comme « Ah, mais c'est quoi la différence entre Bitcoin puis Dogecoin? C'est quoi la différence entre Bitcoin puis ADA, Cardano, Cosmos, Ethereum 2.2 s'en vient, ça va être révolutionnaire. » Il y a plein de tokens, il y a plein de jetons. Tout est révolutionnaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, l'idée de la crypto-monnaie, c'est de décentraliser l'argent puis de couper le lien entre l'argent et l'État. Ça, c'est la valeur principale de Bitcoin et Bitcoin est le seul qui réussit à accomplir ça. Il y en a d'autres qui vont me dire non, Ethereum, blablabla. Ethereum, 70% des validateurs d'Ethereum sont présentement hostés sur Amazon. Qui contrôle Amazon?
Le gouvernement peut se pointer, fait un affidavit, force Amazon à faire quelque chose. Ils l'ont fait avec l'application de Parler. Du jour au lendemain, le gouvernement américain peut complètement bloquer Ethereum parce que si 30% des nodes sont offline sur Ethereum, Ethereum arrête de marcher. C'est intéressant, c'est un point. Puis ça, je ne le savais pas. Moi, encore, je suis très prématuré de connaissances dans les cryptos. Fait que ça, je le vois que Ethereum étant tout le temps le deuxième, mais là, je viens de m'avoir quelque chose comme, OK, Bitcoin est le seul qui est vraiment crypto asset mondialement. que peu importe qui essaie de l'attaquer, il va... Tu peux jamais. Tu peux pas défaire. Ça, c'est Goliath Bitcoin. que, genre, peu importe ce que tu fais, là. Puis, c'est parce que en 2016, dans mon premier bull run que j'ai vécu, il y a eu le débat à savoir est-ce qu'on augmente, parce que dans le fond, il y a un nombre de transactions qui peut être inclus dans chaque bloc. Parce que c'est un blockchain. Fait que dans le fond, à chaque 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est proposé par les miners. Et puis, quand il est accepté par les validateurs, on le rajoute par-dessus la chain. Et on continue à toutes les 10 minutes, il y a un autre bloc qui est rajouté on top. Fait qu'à chaque 10 minutes, il y a une quantité de transactions qui peuvent être rentrées dans l'historique du blockchain puis dans la base de données décentralisée. Et il y a une raison pourquoi est-ce que c'est 10 minutes. Puis il y a une raison pourquoi est-ce que tu ne peux pas mettre plus qu'un meg de données dans ce bloc-là. En 2016, il y a eu ce qu'on appelle le block size war. Où ce que les gens ce qu'ils ont voulu faire, c'est augmenter la taille du bloc pour faire en sorte qu'on soit capable de mettre plus de transactions dedans, ce qui fait en sorte que tu as plus de transactions par seconde. Sauf que aussitôt que tu augmentes la taille des blocs qui sont rajoutés sur le blockchain, tu fais en sorte que de moins en moins de gens peuvent valider le blockchain. Puis si tu n'es pas capable de valider le blockchain, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas de la collusion sur le blockchain? Fait que ça réduit le nombre de personnes qui sont capables de participer au réseau. Et présentement, toutes les blockchains, sauf Bitcoin, sont en train de se centraliser. Ethereum, ça te prend, je pense, ça te prend plusieurs terabits de storage juste pour être capable de runner une node partielle. Et parce que sur Bitcoin, tu as genre une sorte de node. C'est des full nodes. Okay? Puis c'est genre 400 gigs. N'importe quel laptop de 2013 est capable de runner le blockchain de Bitcoin. Okay? J'aurais une question aussi par rapport à centraliser aussi. Puis, dans le fond, Ethereum, aussitôt que tu commences à augmenter le block size, ça fait en sorte que pour être capable de runner puis de valider, ça te prend un ordinateur qui est de plus en plus puissant. Et non seulement ça, mais pour la propagation des blocs, ça prend un Internet qui est de plus en plus rapide. La raison pourquoi est-ce que ça prend 10 minutes avant qu'il y ait un nouveau bloc qui soit approuvé, puis que l'algorithme de difficulté met ça à 10 minutes, c'est justement pour laisser le temps aux gens qui ne sont pas sur la fibre optique au milieu de l'Afrique de recevoir l'information puis de participer au réseau, eux autres aussi. Oh. Fait que, si tu as le pire Internet du monde, avec un Raspberry Pi à 50$, tu es capable de valider le blockchain de Bitcoin. Tu ne peux pas faire ça avec Ethereum. C'est idéal genre pour tout le monde pour Bitcoin. Tout le monde peut participer. Moi, ma question que, tu sais, des fois, je vois du monde genre se réjouir à ça, corrige mon ignorance par rapport à ça, mais quand je vois, admettons, du monde qui... J'ai vu des posts, tout ça, c'est la connaissance que j'ai du blockchain et du marché. J'en ai, moi, genre un peu de crypto, mais c'est pas moi qui est allé base deep dessus, j'ai d'autres choses. Quand j'ai vu, admettons, des trucs, la Floride va commencer, tu peux commencer à payer tes taxes en Bitcoin. Dans ma tête, je suis comme, le but de décentraliser, c'est pas que l'État ait accès, mais si l'État commence à avoir à interchanger des Bitcoins, la Floride, par exemple, est-ce que c'est comme contradictoire par rapport à la mission de décentraliser ça si, admettons, le gouvernement se fait payer. Le gouvernement, c'est eux qui ont le cash. Ils peuvent s'acheter autant de Bitcoin possible. Fait qu'au moment que eux autres, ils dominent autant de Bitcoin possible, tu peux commencer à contrôler comment le flow du marché fonctionne. Absolument pas. Absolument pas. Parce que dans le fond, les gens qui contrôlent... OK, tu as deux types. Tu as deux types de protocoles de validation sur le blockchain. Tu as le Proof of Work puis tu as le Proof of Stake. Dans un environnement Proof of Stake, c'est que tu mets ton argent en garantie. Puis tu dis, si jamais je fais de la collusion, tu peux juste brûler mon argent, puis on passe à d'autres choses. Mais si tu as assez d'argent, tu es capable de faire de la collusion, à cause que tu as juste tout l'argent. C'est tout l'argent, exactement. Fait que le Proof of Stake, qui est utilisé par Solana, par ADA, par Cosmos, par bientôt Ethereum 2.0, c'est un modèle qui refait un peu le système actuel qu'on a, où tu as une autorité centrale qui décide un peu des règles. Puis l'idée, c'est de le décentraliser un peu, puis de faire en sorte que ce soit une meilleure façon de fonctionner. C'est probablement de cette façon-là que le US, le crypto US, le crypto euro, puis le crypto CAD va fonctionner. Fait que si je comprends bien, je vais t'arrêter là, il va y avoir certaines règles ou policies around un système décentralisé quand même. Right? Pour pas que justement il y ait de la collusion dessus. C'est le blockchain, c'est le code qui est la loi. Okay? C'est ça.
Fait que si jamais les validateurs sont pas... Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que quand tu as un bloc qui est proposé, il faut que ce bloc-là soit validé par des gens qui font partie du réseau. Sur Bitcoin, c'est les miners qui valident le bloc. Okay? C'est les validateurs, c'est les miners qui trouvent le bloc, puis c'est les validateurs qui valident que ce bloc-là est correct. Mais sur Ethereum, les validateurs, pour avoir un incitatif de ne pas faire de collusion, tu sais, quand tu es en proof of work, puis il faut que tu achètes de l'électricité, il faut que tu achètes des machines, tu ne veux pas perdre tout ton investissement parce que tu fais planter le réseau. Right? Fait que ton incentive est financier, tu as payé le coût pour être capable de participer au réseau, fait que tu ne vas pas faire la collusion, ce serait l'équivalent de te faire brûler des centaines de milliers de dollars pour rien. La même chose se produit sur Ethereum, mais sous forme de code. Mais pour revenir à ce que je vais en venir avec... on parlait... mais parce que, comme c'est mon point. Je sais qu'il y avait une place que je m'en allais. Non, mais justement, parce que l'idée, c'est comme tu parlais de la Floride, c'est ça. Si l'État contrôle... Dans un système de proof of stake, si tu dis que l'État amasse trop d'un token, ça pourrait devenir problématique. Mais dans le cas de Bitcoin, la reconnaissance du Bitcoin en tant que monnaie légale est une étape excessivement importante pour Bitcoin. À cause que, présentement, si je dépense un Bitcoin à 50 000 aujourd'hui, puis je l'ai payé 100$ mon Bitcoin, ça fait en sorte que j'ai 49 900 $. J'ai dit 50 ou 100$, peu importe. Ouais. 49 950 $ de gain en capital sur lequel il faut que je m'impose. Parce que c'est un asset. Mais si tu dis que c'est une monnaie, à ce moment-là, il n'y a pas de gain en capital sur ta monnaie. Fait que tu peux dépenser ton Bitcoin au Starbucks, au métro, t'acheter un char, t'acheter une maison. Fait que la reconnaissance de Bitcoin comme étant une monnaie légale est excessivement importante pour son usage commercial courant. Mais encore là, c'est comme parce que je viens aussi à avoir cet exemple-là dernièrement, admettons, je ne l'ai pas écouté, mais il y a eu un call qui a été Elon Musk. Ils ont commencé à parler de tout ça, puis encore là, Amazon a dit qu'il détenait un certain pourcentage de Bitcoin, un certain nombre. Pas un pourcentage, mais un certain nombre de Bitcoin. Fait que, puis là, j'ai vu des fake posts, ça vient de AI, des fake posts où est-ce que c'était « Hey, Amazon va commencer à absorber du Bitcoin ». Puis après, 2 jours plus tard, tu vois comme... ça, c'est pas un fake post. Ça, c'est une rumeur confirmée à l'intérieur. Une rumeur confirmée. On peut pas dire « ils vont le faire », puis voici une date, mais des sources crédibles, plusieurs sources crédibles indépendantes, confirment qu'Amazon sont en train de préparer l'infrastructure pour accepter les paiements en crypto-monnaie. Est-ce que Amazon, étant le plus gros mastodonte, est-ce que c'est le plus gros? Ouais. Si l'autre est allé en espace, ouais. Parce qu'il y a aussi Alibaba derrière ça. Ouais, Jack Ma, c'est un petit chien là, avec une laisse avec Xi en arrière qui le tient comme c'est ça. Hein? Reviens. Ok, fait Amazon, c'est le méchant dans le fond. Non, c'est le méchant. Non, mais moi, je trouve qu'il est chill. Parce que je suis en train de l'exploiter à fond. Ça fait. Mais si Amazon devient encore aussi gros de qu'est-ce qui est dans le marché des produits, dans la transaction, du e-com, du dropshipping, de la logistique, mais dans les cryptos, est-ce qu'il pourrait avoir autant de contrôle sur comment il va dicter les règles? OK, absolument pas. Dans le fond, Bitcoin est contrôlé par trois entités. Tu as les core developers, tu as les gens qui travaillent sur le protocole puis qui programment les choses que la communauté des validateurs et des miners pensent que c'est une bonne chose. OK, mais eux autres travaillent là-dessus puis ils le programment. Ensuite, tu as les miners. Fait que les miners, c'est tout le monde qui run un ASIC puis qui mine le Bitcoin. Eux, ils ont un voting power. Puis, c'est pas un voting power qui est comme, OK, une personne, un vote. Non, c'est genre combien d'argent tu as mis puis c'est quoi tes stakes dans le marché. Ouais, plus d'argent, plus t'es important, mettons. Exact. Donc ça, c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que au niveau, c'est une méritocratie all the way. Parce que les core devs vont jamais dans leur protocole de. C'est quoi? C'est BIP, c'est Bitcoin Innovation Proposal, I guess. Quand que tu proposes un changement à Bitcoin, il faut. Ce changement-là va être incorporé potentiellement, éventuellement, uniquement lorsque 100% des questions légitimes vont avoir été répondues. Est-ce que AWS, par exemple, peut devenir un core dev? Il pourrait, si ça lui tente, de payer du monde pour développer sur Bitcoin. Il pourrait. Sauf que jamais de la vie, mettons, on décide d'augmenter le block size de Bitcoin, puis que... Ça dépend sur son vote à lui. Il y a une personne qui dit genre, « Ah, je pense que c'est pas une bonne idée à cause de telle chose. » Tant que les devs d'Amazon n'auront pas address et répondu et
que tout le monde se soit entendu sur la réponse, ça va pas move Fait forward. que ça, c'est comme la règle, c'est genre la policy. Faut que comme tu as dit, toutes les questions légitimes soient répondues. À Exact. 100%. Ça fait en sorte que le développement de Bitcoin est excessivement lent parce que c'est prudent. Ouais. Il y a eu comme 3 mises à jour dans les 8 dernières années. Il y a eu Segwit en 2017, si je me rappelle bien, puis il va y avoir Taproot au mois de novembre cette année. Fait que dans le fond, c'est comme le gouvernement le plus démocrate qu'il y a possible, où est-ce que tout le monde a le droit de vote, puis selon ton poids. Mais c'est la méritocratie des idées. Okay, on s'en fout t'es qui. Si ton objection est valide. Ça a du sens à la mission. Pas juste genre, OK, si tu as un concern sur la sécurité, à cause que je sais pas, moi, tu penses que telle mise à jour pourrait faire en sorte que ça permet aux miners de créer des tokens out of thin air, puis tu dis ça, tu es sûr que ça va jamais passer. Mm-hmm. Parce que tant et sous longtemps qu'ils n'auront pas proposé une solution à ça, ben ça va jamais être bundled, puis les miners n'auront jamais l'opportunité de voter sur l'initiative du core dev. Tu as dit, il y a le core dev, puis qui d'autre? Il y a le core dev, les miners puis les validateurs. Parce que les validateurs, ils jouent un autre rôle qui est super important. Tu sais, tout le monde avec leur Raspberry Pi qui peuvent rendre ça de chez eux. Tant que si les validateurs, s'il faut, parce que tu as différents types de changements à l'algorithme, tu as les soft et les hard fork, mais dans le fond, c'est eux autres qui décident quels blocs sont valides ou quels blocs sont pas valides. Fait que s'il y a un miner que lui, il décide qu'il change les règles puis qu'il propose un bloc qui est différent, mais si tous les validateurs ne sont pas d'accord pour dire que ce bloc-là il est correct, bien, le miner va juste se mettre à miner son propre coin qui n'a aucune valeur et que personne ne veut. Fait que les autres vont continuer sans lui. Fait que les trois, il faut que les trois soient en accord. Il faut que les trois soient en accord. Puis dans chacun silo, on va dire, il faut qu'il y ait vraiment un accord presque global. Exact. D'où que tu viens, pourquoi il y a eu 8 mises à jour dans les 10 dernières années. 3. Puis Taproot, c'est celle qui s'en vient en novembre. Il y a 96% des miners qui ont comme déjà pré-signalé on-chain qu'il avait fait la mise à jour puis qui étaient d'accord avec le changement. Puis je pense que ça prenait 95% pour que au mois de novembre, que ça s'active. Est-ce que ce pourcentage-là peut diminuer avec le temps? Dans le fond, c'est la communauté qui décide. Puis la communauté ont décidé que c'est un pourcentage excessivement élevé. Puis ce qui est le fun avec cette mise à jour-là, c'est que dans le fond, elle est rétrocompatible. Fait que ça brise pas le code de personne. Il n'y a rien qui change. Ça fait juste rajouter des nouvelles possibilités pour faire en sorte que le Bitcoin puisse être plus efficace, de 1, puis 2, plus anonyme pour préserver justement c'est ça, l'anonymité des gens qui ont des Bitcoins. J'ai vu un de tes posts, tu disais que la crypto, le Bitcoin, va devenir genre éventuellement le number one thing. Ben, monnaie de transaction. Premièrement, as-tu un Lightning Network? Un Lightning Wallet? Non. OK, toi, t'en as-tu un? OK, sortez vos selles. Fais ça live. Go. Lightning Wallet. Mais moi, j'ai Wealth Trade Simple. Non, on s'en calisse, c'est la grosse. OK. Hey, mon sel est-tu là? Hey, audience, sortez vos selles. On va tout faire ça en même temps. Bon, fait que je vais vous donner vos premiers Satoshi que vous allez avoir à vous pour de vrai. Yeah, ma Satoshi! Si tu es sur Wealth Simple détient tes coins pour toi. Le gouvernement peut les prendre. Wealth Simple peut décider de ne pas te les donner. Ils ne sont pas à toi. OK. Go. C'est quoi l'exercice, audience? Play Store. Non, Wallet of Satoshi est correct. Prenez Moon, M-U-U-N. C'est celui qui est le plus M-U-U-N. Moon. Moon Wallet. Parfait. Wallet. Fait que là, vous allez faire OK. Blablabla. Et là, vous allez avoir votre wallet Bitcoin sur le Lightning Network. Le Lightning Network, c'est un Layer 2 par-dessus Bitcoin qui permet, moi, à toi, de t'envoyer un Bitcoin instantanément, sans frais. Et pas genre un IOU de Bitcoin comme sur Wealthsimple ou sur ShakePay, où que, dans le fond, c'est juste quelqu'un qui keep tab de qui doit quoi à qui. Là, c'est physiquement. Si tu perds ton téléphone, tu perds cet argent-là. OK? Tu as une façon de récupérer ton compte, tu as une seed phrase et tout le kit qui vient avec. Là. Mais physiquement, le Bitcoin change de main. Là. C'est pas genre une dette qu'on se trade, comme que c'est le cas présentement avec l'argent. C'est le Layer 1 money qu'on se trade sur une rail par-dessus. Fait que je te donne mon 1$, mais réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une main invisible qui fait la même. Oh, ouais, physiquement, c'est ça. C'est ça. Fait que là, dans le fond, sur l'app, une fois que c'est fait, tu le fais. C'est en train de le monde qui regarde live, ça c'est un bon mini-clip. Allez télécharger ça. Il y a plein d'apps qui existent. Puis ce qui est le fun, c'est que toutes ces apps-là il y en a un crypto.com sont interopérables les unes avec les autres. Fait que si toi, tu es sur Wallet of Satoshi, lui est sur Blue Wallet, moi je suis sur Mon, ça marche ensemble. Fait que c'est comme si PayPal
marchait directement avec Desjardins, avec ACH, avec n'importe quel système. Moon. T-Moon. C'est le même protocole. Create a new one. Mais ça, je pensais que c'était juste Ethereum qui offrait ce peut-être je vais chier le mot, là, mais cash on hand. Tu sais, je te donne mon cash, puis tu prends mon cash, puis il n'y a pas d'intervenant, genre, OK, tu veux donner de l'argent à cette personne-là, puis tu sais, la banque, elle vient faire... Tu parles du DeFi. Aucune tu parles du Decentralized Finance. C'est un autre talk complètement, on va pas rentrer là-dedans. Moi, je suis prêt. Toi, t'es là. Ah, moi, je suis là. Moi, je suis receive a send. OK, fait que là, fais receive. Fais-moi une invoice pour Create a une new pièce, wallet. mettons. Là. Enable notification skip. Puis fais-le sur la Lightning Network. Fait que t'as 2 tabs en haut. Lightning. Good. Enable notification. Un tuto. Oh, là, singular. OK. Lightning Back Network. sur le main menu. Fais receive. M-U-U-N. Lightning App. en haut. Moon Wallet. Good. En bas, Timo. invoice setting. Clique sur invoice setting. Invoice setting. Add amount, mettons. Mets genre une pièce. OK, $1. good. Fait que là, moi, je fais send. Check la rapidité à laquelle ça va prendre avant que tu reçoives ta pièce. Oh shit, attends. Une charge Dans échange. le fond, toi, t'as déjà mis du cash dedans, right? Ouais, moi, j'ai de l'argent. Ça, t'as connecté Nice. ton... Je viens de gagner une pièce. Fait que là, Ah ouais. et au début, j'ai mis un BTC. Oh my god! Ça n'aurait pas passé bien. Internet marche-tu bien ici? Là? Ben, je pense que tout le monde est plugué en ce moment, là. Fait que. C'est là, man. Lost Internet Connection. Là, je peux pas rien faire pour ça, par exemple. Ouais. God damn it. En Ah, c'est théorie. pas Est-ce qu'il y a un versus en Wi-Fi? pratique. Ouais. C'est quoi la faille? 91. Check-moi le. Belle le pamphlet. 091. Ouais. On est encore en podcast sur Que les je, jours. je veux faire ma tech démo, Ouais. faut qu'elle marche. Non, il faut. Et puis, on veut l'enregistrer aussi. Ça, c'est intéressant en ce moment, là. Marc, tu peux-tu Marc, donner es-tu? le code Wi-Fi, s'il te plaît? À voix haute, au pire. Y a-tu le pamphlet? C'est toi qui l'avais. We got it. Sinon, après ça, pour aller Fait que dans le fond, profond, tu scannes, puis automatiquement, ça transfère. Ouais, mais c'est surprenamment rapide. Genre, Mais moi, je veux le voir, là, surprend. j'ai pas une Yo, guys, vous me niaisez, là. Mettons LTE 2 secondes. Moi, je suis sur la LTE. Puis, Vous avez- c'est ça. C'est ça, c'est un sous-sol. Hein? Ouais. Mais si. sinon, tu sais, on peut aller dans une autre direction aussi. Je serais curieux de savoir, exemple, Est-ce j'aime que ça les poser des singes questions peuvent prendre des comme... BTC? Non, attends quoi? Est-ce que les singes ont un wallet? Non, c'est pas par rapport aux singes. J'aime ça poser genre des questions peut-être plus niveau développement personnel. C'est quoi ta plus grande faiblesse? C'est quoi ta plus grande force? Exemple, c'est quoi la chose qui te fait te réveiller? Je pense qu'on a tous eu un déclic ou quelqu'un qui est venu mettre le lighter sur notre petit feu, nos branches. Tu sais, moi personnellement, j'ai réveillé à 17 ans. Moi, je me demandais, toi, t'as réveillé à quel âge? Ou, depuis que t'es tout jeune, tu te considères comme étant woke? When I was born, When you were I born? opened my eyes and lightning struck. There was a fire in hell that burned so much the devil screamed. Shit, ta mère devait être en feu, là. Comme ça. C'est quoi, ça? Non, fait que là, si je comprends bien, on n'aura pas le mot de passe du Wi-Fi, là. Ça a l'air que... I don't know, on l'avait Yeah. tantôt. Il y aura On pas... l'a plus. What a fail! What a fail. Ah! Ah, check, il y a un tableau derrière où est-ce qu'il est écrit. Pour de C'est vrai? le backup, ouais. Je comprends pas, sérieux. Parce qu'elle, elle avait, j'ai passé le pamphlet. That's it. Oh, fait qu'on l'a. Good. Fait qu'on va faire ça, mais après ça, on parlera de développement. Ok, vas-y. All good. Ok. Ça, c'est. On va le dire tout haut. 511. 6. C'est un long ass beep. Beep, beep. Non, moi, je vais voir ça à la transaction, là. Fait que je suis in avec Moon. Mais c'est parce que c'est vraiment le fun parce que vous allez voir, c'est tellement simple et facile. que, Honnêtement, ça a l'air très simple et facile. Tu là. peux, mettons, t'es sur Facebook Marketplace, là. Moi, j'aime mieux me faire payer avec ça que de me faire payer avec n'importe quoi d'autre. Là. Parce que l'argent, ça gosse dépenser de l'argent. Là. Ça, je peux l'envoyer dans un autre wallet, je peux le réinvestir, je peux faire ce que je veux avec. Bon, fait que là, tu as ton invoice là. Send. Je scanne ça. Boom. OK, je te mets une petite note. T'es beau. Mhm. Je fais confirm.
Send. Tu l'as reçu. Bang. Quoi? Send. Maintenant, tes 2 pièces Ça dans fait le trou. une note. T'es beau aussi. Confirm. Gracias. Send. Et là, tu m'as envoyé ton argent Fait qui que t'es rendu t'appartient avec à mon 200, argent qui m'appartient. 2009 Satoshi, t'es rendu avec 2009 Satoshi. Ça s'est fait instantané. Tu as choisi ta devise, tu as dit, moi, je veux une pièce en CAD. Ça a fait la transaction, la conversion automatique. Puis je t'ai envoyé physiquement du Layer 1 Money où ce que tu as la custody de cet argent-là. C'est pas genre, comme quand que je te donne une pièce mettons, en papier. Là, c'est quoi l'argent papier à base? C'est une garantie que le gouvernement va payer ce montant-là si jamais il faut qu'il le paye. Fait que je t'échange une dette. Puis, historiquement, cette dette-là, c'était quoi? C'était de l'or. Mais c'est plus de l'or. Okay? Avant, on était backé par l'or. Maintenant, on est backé par la dette puis par la confiance qu'on a au gouvernement qui est capable, puis qui a la volonté d'imprimer assez d'argent pour la redistribuer à tout le monde. Tu n'as pas de garantie sur la valeur de cet argent-là, mais qui t'a donne. Parce que si le gouvernement, il faut qu'il rembourse toutes les dettes de tout le monde, il va le faire parce qu'il est obligé par la loi de le faire, mais la Banque centrale plutôt. Mais cet argent-là ne voudra plus rien, mais qu'il le fasse. Parce que ta dette est nominée dans l'unité qui est de l'or canadien et il y a la possibilité de diluer cette unité-là pour faire en sorte que tout le monde ait quelque chose qui sont dus. Bitcoin, personne ne peut décider d'imprimer plus de Bitcoin que ce qu'il y a déjà de Bitcoin. Il va en avoir 21 millions. Personne ne peut changer cette politique financière-là, politique monétaire-là. Puis, à ce sens-là, le Bitcoin est une monnaie qui est beaucoup plus dure et tangible que le dollar canadien. Moi, quand j'accepte des Satoshi, je sais que j'ai des Satoshi dans mon compte. Quand j'accepte un dollar canadien, je sais que j'ai une dette que je ne sais pas comment elle va valoir, mais que je la redeem. Ouais, vu qu'il y a une fluctuation du marché, où est-ce que tout le pendant, qu'est-ce qui se passe? Puis le monde, il chiale contre le Bitcoin parce qu'ils disent que c'est trop volatile. J'aime bien mieux avoir un asset qui est volatile vers le haut qu'un asset qui stagne vers le bas. Ça, c'est vrai. Comme tu sais, mettons, moi, sur mon Wealth Trade Simple en ce moment, j'ai comme 1700$ en genre Vanguard 100% equity. Ouais. Should I be doing this, in your opinion? Or should I put my money La into... seule raison pourquoi tu vas avoir... Je ne suis pas un conseiller financier. Non, Let's not sue me. T'inquiète. Je parle par He told me expérience. to buy Bitcoin and I did. Mais la seule raison pourquoi tu vas avoir un Wealth Simple, c'est pour être capable d'auto-gérer ton REER et ton CELI. Fait que tout ce qui est dans ton CELI, première chose que tu dois faire, c'est tous tes investissements que tu fais, surtout quand tu es jeune, tu mets ça dans ton CELI. Après ça, le reste qui te reste, tu le mets dans ton REER pour qu'est-ce que tu es capable de mettre dans ton REER cette année-là. Bon. La raison, parce que c'est juste que fiscalement, tu ne vas pas être imposé sur cet argent-là. CELI, tu t'es imposé au début, puis pas à la sortie, puis le REER t'est imposé à la sortie, puis pas au début. Fait que c'est le fun, il faut que tu en profites. Au Québec, on est chanceux d'avoir ça. C'est pas tous les pays qui ont ça. C'est un avantage, puis si tu ne prends pas avantage de ton CELI, puis ton REER, tu es dans le champ. Bitcoin, c'est un autre part de manche. La crypto, c'est un autre part de manche parce que c'est un asset qui, présentement, est considéré comme c'est comme si tu avais un compte non enregistré. Tu sais, si tu as un compte crypto ou un compte personnel sur Wealthsimple, fais pas ça. C'est mieux d'avoir un wallet. J'ai vraiment un CELI là, sur... Ah, c'est correct. Mais je peux-tu avoir un CELI, exemple, comme... que c'est pas Wealth Trade Simple qui own mon CELI. Je peux-tu own mon CELI? You know what I mean? Non, alors toi, tu mets. Ouais. Ça, on dirait, c'est... Dans le fond, un CELI, c'est un Wealth Trade compte. Simple, c'est genre lui qui... Tu sais, comme... Il peut décider de garder mon cash s'il arrive quoi que ce soit, genre... Ça, c'est avec Wealthsimple Crypto. Dans le fond, OK. mais ça reste une compagnie, là. Mais dans le fond, les actions, c'est ça qui est tellement archaïque avec notre système. Les actions que tu achètes sur Wealthsimple, là, OK? Ça prend... Oui, tu les achètes instantanément, mais ça peut prendre jusqu'à 4 à 5 jours avant que le certificat soit émis et qu'il existe pour de vrai. Okay? Parce que ton certificat, il y a quelqu'un quelque part là, qui va le faire. Là. Tes shares existent et sont à toi. Ceci étant dit, sont à toi, mais tu es prête. Tu donnes la custody, tu donnes la permission de garder tes actions à Wealthsimple. Et si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe, faites vos propres recherches. C'est comme ça pour la plupart des gestionnaires d'assets. Wealthsimple a la permission d'utiliser tes actions comme collatéral pour d'autres types d'investissements. Fait que si tu as 1 million en actions d'Amazon, eux autres peuvent... Ouais, mais eux autres peuvent se prendre du leverage, fait qu'ils peuvent pogner 50% de cette valeur-là pour investir dans d'autres choses que eux autres décident. Puis eux autres peuvent se faire margin caller, ils peuvent se faire
ils peuvent se faire demander de liquider leurs assets sous-jacents qui seraient tes actions à toi. Fait que, oui, tu pourrais faire un rug pull de tes actions. Très, très, très improbable. Ouais. Si ça arrive, shit hit the fan. Quoi? Ça Sinon, n'arrivera pas, là. Est-ce que tu crois vraiment au plus profond de toi que le Bitcoin, ça va être quelque chose de qui va vraiment changer le système économique qu'on a en ce moment, de genre tout passe, exemple, par le gouvernement. Je m'exprime probablement pas de la bonne manière en ce moment, mais vraiment un système décentralisé, fonctionnel, qui fait fucking plus de sens dans la réalité qu'on vit en ce moment, versus avoir un système qui fait pas de sens par rapport à la réalité dans laquelle on vit. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, on va atteindre cette réalité-là que... Oh je vais shit, refaire ta this question. shit Est-ce que le works? Bitcoin s'en va à 1 million à un moment donné? La réponse c'est oui. Ouais, c'est la prochaine question que j'allais te demander. Est-ce que c'est à quelle année on va atteindre le million selon, tu sais, Not financial advice. dans Financial pour la troisième fois, on va... Écoute, tu as deux choix. OK? Est-ce qu'on va vivre dans un monde où on est centralisé? Parce que là, c'est comme le modèle de la Chine. Censure à tous les niveaux. Censure financière, censure culturelle, censure politique, censure de l'information. Pornographique, Ça, À aussi, je pense. tous les niveaux. Tout. Tout. Et eux autres sont en train de faire leur Digital One. Ils ont déjà commencé à bannir Bitcoin en Chine à cause justement que, écoute, tu peux pas avoir la fleur You can't have de control. la liberté dans un océan de contrôle à cause que ça va juste se répandre comme la mauvaise herbe. Il faut que tu piles dessus puis tu l'écrases puis tu la fasses mourir dans son berceau parce que si ça se répand, tu sais que ça va défaire ta structure en place. Fait que, soit qu'on a le choix. Est-ce qu'on finit dans un système centralisé qui ressemble à la Chine? On va finir dans un système de libre marché et de liberté, comme qui est la promesse du Ça, c'est la rêve promesse, américain. Ouais. l'utopique. Moi, j'aime mieux être dans les good guys. Mhm. Mon bord, c'est je pense que la crypto va gagner et que la décentralisation va gagner. Yeah. Il y a un risque, mais honnêtement, écoute, je pense que le TIE Fighter dans Star Wars, là, qui est là, Ça, j'allais dire, Luke c'est comme genre Skywalker Star va se Wars. pointer puis il va faire péter l'Empire. C'est le Bitcoin qui va faire exploser le Death Star. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Je mets tous mes œufs dans ce scénario-là parce que ne pas mettre mes œufs dans ce scénario-là, c'est de mettre mes œufs dans l'autre scénario puis c'est d'encourager un autre type de système. Puis je me sentirais mal. Mettons que je serais short Bitcoin, là. Mettons que tu short le Bitcoin, tu es une mauvaise personne dans ma tête. Parce qu'en ce moment, tu So, veux juste profiter de vraiment un avantage qu'on peut avoir, mais des autres personnes qui veulent aussi avoir le même encouragement, le même succès. Et tu veux dire quoi? Par short le Bitcoin. Par shorter, c'est parce que je veux dire, c'est comme tu paries contre la liberté. Oui, exactement. Fait que dans le fond, Which is stupid. Tu veux contrôler là, vraiment qu'est-ce qui se passe. toi, mettons, prendre le Death Star, tu prends une petite partie, puis tu le mets, tu essaies d'envoyer tout ce qu'il y a dans Death Star vers Bitcoin. Genre parce que tu aimerais ça qu'à un moment donné, la star, ça soit les Bitcoins. Ton cash, plus que tu en mets du côté des Bitcoins, fait que dans moins le que fond, tu en là, mets de l'autre côté. Genre. Fait que tantôt, quand j'ai dit que Bitcoin, je suis quasiment maximaliste, Mhm. c'est parce que, bon, t'as... L'idée derrière le Bitcoin, derrière le blockchain, c'est la décentralisation. Tout n'a pas besoin d'être parfaitement décentralisé. Okay? L'argent, c'est important que ce soit le plus décentralisé possible. C'est pour ça que je pense que Bitcoin va devenir la monnaie numéro 1 et que c'est l'avenir du système financier. Mais c'est pas parce que tu n'as pas d'intérêt, c'est pas parce que tu n'as pas de l'argent que tu n'as pas besoin d'être décentralisé. C'est pas parce que tu as besoin d'être décentralisé que tu as besoin d'être décentralisé totalement. Ouais. Il y a d'autres choses, comme, mettons, je ne sais pas moi, il y a un projet qui s'appelle Power Ledger ou Energy Web Token, c'est deux projets qui existent présentement, ou, par exemple, au Texas, en ce moment, ils ont un système décentralisé de provider d'énergie. Fait que tu as un panneau solaire, tu peux vendre ton énergie sur le grid, puis tu achètes au prix du marché selon qui vend de l'énergie puis qui achète de l'énergie. Ouais. Fait que c'est comme si tu avais un auction en direct de l'énergie. Mais qui est-ce qui dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui set les prix en arrière du rideau? Tu fais confiance à quelqu'un. Puis l'idée du blockchain, c'est d'enlever la confiance dans un écosystème. C'est d'avoir un trustless system. Et c'est pour ça que Bitcoin est révolutionnaire, parce que ça l'enlève le besoin de l'État. L'État n'a plus rapport dans l'argent parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de trusted third party. Dans mon système de Lightning, je t'ai envoyé de l'argent à toi sans avoir besoin de faire confiance à personne. Ouais. Il n'y a aucune entreprise, aucune corporation, aucun middleman. C'est
moi à toi directement en passant à travers les nodes du réseau Lightning. Et c'est le même principe. Si tu fais, mettons, le Energy Grid du Texas, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas de la collusion là-dedans? Oui, parce qu'on est habitué à avoir aussi ces modèles-là de collusion où est-ce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être supérieur, qui va contrôler, dicter avec 2-3 autres personnes, dire « Ah, ben on va faire bouger ça, puis tout le monde va nous suivre. » parce que Tu sais c'est pas. comme ça. Puis au Texas, on se dit, bon, probablement que c'est fair, c'est l'État, on fait confiance à l'État. Prends ça, mets ça au Tchad, mets ça au Congo, mets ça au Nicaragua, mets ça n'importe où ailleurs. Il y a de la collusion qui se passe présentement. Il y a du monde qui se font fourrer. Fait que dans un climat politique totalitaire ou de dictature, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser les technologies blockchain pour arriver à créer des systèmes d'assurance, des systèmes de contrats pour les notaires, pour les lands, pour la propriété, pour être capable de remplacer toutes les structures qui, normalement, peuvent avoir la collusion. On les remplace par le blockchain. Comme ça, on s'assure que c'est transparent, qu'il n'y a personne qui peut tricher le système. Et s'il y a quelqu'un qui peut tricher le système, il faut qu'il y ait l'argent en tabarnak, puis ça va paraître. Mais sinon, finalement, tu sais, vraiment pour closer tout ça, comment tu vois, parce que tu es quelqu'un qui est super avant-gardiste dans tout ce qui se passe, puis tu comprends les systèmes assez rapidement, ce serait quoi, mettons, la prochaine étape que tu pourrais conseiller quiconque qui veut suivre vraiment quelque chose dans quoi on s'en va en ce moment? Comme en ce moment, tu dis OpenAI, ça a été une grosse discussion que tu as mentionnée, puis on le voit déjà, comment le AI commence à shaper les médias sociaux. La crypto, où est-ce qu'on va décentraliser? Quoi d'autre? Tu vois-tu quelque chose d'autre, une autre orientation? Où est-ce qu'on se dirige? La création de contenu en est une. Dans le sens que avant... Ça, c'est comme les médias, les nouvelles. Ben, avant, faire un podcast, ça coûtait cher. Ça coûtait énormément cher. Ouais. Avant, faire un film, là, mettons tu veux faire un film. Ouais. Faire un film, ça te prenait... Il y a une raison pourquoi est-ce que tu as une différence entre broadcast et film. Broadcast, c'était ta TV, puis tu as des grosses caméras qui, typiquement, coûtaient peut-être 35 000, puis ça shootait en 30 frames par seconde, 30 images par seconde. Ceux qui font de la vidéo, ils savent de quoi je parle. Ça donne un look TV, puis le format était différent, puis d'habitude, c'était comme en 720p, puis c'était tout fait sur du digital. Puis au cinéma, avant, c'était fait avec des caméras IMAX qui ne s'achètent pas, se louent, puis un set de caméras IMAX peut te coûter n'importe où entre 300 et $1 million pour une petite prod. Là. Okay? Puis c'est fait sur des films, puis les films ensuite de ça sont scannés. Les films physiques, là, OK? C'est pas genre sensor. Puis ce n'est que récemment que le digital a été capable de catch on à la résolution que tu es capable d'avoir avec le film. Et c'est pour ça que les compagnies comme Red, tout le monde qui fait la vidéo connaît Red, sont arrivés. C'est un gars qui était de photo, qui était habitué de faire la photo, tu as des gros sensors en photo. Il se demandait pourquoi que toutes les caméras digitales, c'est de la merde. C'est un gars qui était très, très riche. Il a décidé d'investir et de fonder la compagnie Red. Puis ça a été une révolution dans le monde du cinéma. Parce que pour la première fois, tu es capable de payer 65 000 pour avoir une bonne caméra. Avant, la caméra était juste pas bonne. Les Panasonic que tu prends là, pour shooter le journal de Jean-Luc Mongrain, là, c'est de la grosse merde. Ouais. Puis c'est lettre. Puis l'image qui sort de là, c'est du caca. Okay? Maintenant, on peut avoir la qualité. En 2021, on est capable de s'en aller voir Blackmagic, qui vont te donner un sensor 4K avec la Blackmagic Pocket 4K ou la Blackmagic Pocket 6K ou la 6K Pro pour entre 2000 et 5000. Tu vas avoir une cam qui est capable de facilement produire des images qui sont plus belles que la Red de 2014 qui t'a coûté 65 000. Fait qu'il y a une réduction des coûts de production vidéo absolument insane. Moi, dans mes studios, j'ai des A6600, ça coûte 1800$. Il y a un tracking d'autofocus impeccable. Il y a un eye autofocus, ça reconnaît l'œil du monde. Ça suit ça là, parfaitement. Tu mets ça avec une grosse lens là-dessus qui va te donner une bonne profondeur de champ. Tu vas avoir une meilleure qualité que ce que probablement que TVA utilise présentement pour shooter parce qu'eux autres, ils ont un sunk cost. Ils ont 300-400, peut-être 1 million, 2 millions 10 000. en prêt qui continuent de payer pour du vieil équipement de merde qu'ils utilisent pour faire leur show TV. C'est fou. Se pointer. Ça, petit Mike, RodePod Mic, c'est quoi? C'est 150, 120? Autour de là. La console, c'est 750. Ouais. Puis on a du son, il y a la qualité. Là-dedans, OK, il y a un Oral Voice Exciter. Ça, là, le rack mount unit de ton Oral Exciter que tu runs là-dedans, là, avant que Rode le sorte dans cette petite machine-là, ça coûtait 3000$. Pour un effet
qui est intégré gratuitement dans ta console. Fait que tu veux des opportunités, en voilà, la production vidéo, la production de contenu, la facilité à laquelle on est capable de streamer du son et des images avec les téléphones qu'on a. Insane. La qualité des caméras que tu as sur tes téléphones. What's going on? Fait que c'est pour ça encore plus décentralisé, encore plus parce qu'on peut produire la qualité à coût inférieur. Puis ça, quelque chose aussi qu'on a remarqué aussi, c'est comme qu'est-ce que nous autres, on essaie de progresser derrière ça, comme hey, comment on peut évoluer le podcast, comment tu peux diversifier ou sinon être plus créatif dans le podcast pour que tu ailles aller chercher encore plus de qualité. Tu sais, je pense que aussi ça va venir en bout de ligne du contenu que tu vas émettre, mais sinon, comme tu viens de dire, genre l'équipement, tout, on peut le faire dans un... Puis, c'est parce que ça donne une voix à des gens qui n'avaient pas de voix avant. Mais qui sont autant pertinents que la personne que Plus dans le pertinent. bureau. Encore plus. Ouais, Mais ça, c'est vrai. Comme on dit à Logan Paul en ce moment, les autres, ils fassent bouger un sport. Ils sont en train de bouger la boxe. Quand ils rentrent dans la boxe, négocier, boum, soudainement, tout le monde est en train Le de... match le plus ennuyant que j'ai vu de ma vie. Je l'ai même pas écouté. Puis Non, c'est pas vrai, l'autre, c'est cassé avec... la jambe, qui a duré genre comme 35 joueur de basket? McGregor, ouais. Ah, non, ça, j'ai pas vu. Ouais, les gens ont payé dans le vide, là, mais c'est correct. Mais, ben justement, fait que dans le fond, tu sais, c'est comme... Puis on avait déjà parlé ça à un autre podcast, comme l'ère du créateur, où est-ce que du monde comme nous, on peut commencer à créer des choses qui sont encore plus pertinentes que ce qu'il y a sur la télé. Mais le gros problème que ça apporte, c'est que ça devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre le signal puis le bruit. Parce qu'il y a tellement de contenu qui est créé, ou est-ce que c'est du bruit, il n'y a rien qui est vraiment dit, puis qui est rajouté, puis qu'il n'y a aucune valeur. Et où la bonne C'est information? quand la dernière fois que tu es tombé sur un article de blog que tu avais comme « Wow! » Tu le partages à 5 personnes, puis tu l'as mis dans tes favoris. C'est dur en ce moment. Et où la bonne source? Mais c'est comme Comment pareillement. tu trouves tes bonnes sources? Ben, Si toi, tu me donnes une source, je vais l'écouter. Pourquoi? Parce que moi, je te vois comme étant quelqu'un de crédible, puis je check ton contenu, nanana, je sais un peu qu'est-ce que tu fais. Mais si, exemple, j'entends parler de quelqu'un random qui me dit, qui me parle d'un sujet, je vais même pas l'écouter. c'est comme, tu vois, Pour moi, toi, t'es une URL, source, tu comprends? le URL que tu vois du monde partager, Walls on Fire, puis ça dit comme, hey, admettons, le vaccin, c'est un hoax, puis tout plein de chiches comme, yo. Va chercher une source au moins qui a de l'allure, là. Va pas me donner un Walls on Fire blog, truc comme ça. Fait que c'est intéressant, tu sais, vraiment interagir derrière ça, tu sais, vraiment le contenu, puis de où elle vient ta source. Parce Mais même que ton AI, là, peut commencer à créer ça, là. enlève l'idée de source et des informations. Juste de créer quelque chose qui vaut la peine d'être consommé. On est tellement dans la création qu'on perd de vue le processus puis l'intention. Est-ce que l'authenticité aussi, comme on en a discuté au début, Tout le monde est dans l'imitation de boîtes. de quelque chose? Tout le monde a vu un tas de boîtes, puis on fait comme hey, c'est un beau tas de boîtes, puis ils essayent tout de refaire. Mais c'est comme les danses TikTok en ce moment, c'est comme... Il y a quelqu'un qui a commencé ça, là, puis là, tout le monde le fait. It's over, guys. Yeah. Mais encore, finalement, vas-y, close-moi ça. C'est pour ça que je pense que la chose la plus importante que les gens puissent faire, c'est de lire. Des livres. Pas genre... Quel type de livre? Parce que t'as plein de livres, OK? T'as plein de livres de merde. N'importe quoi. Non, mais il y a beaucoup de livres qui sont pas bons, OK? Ouais. C'est Mais ça, en même temps, c'est parce que pour être capable de reconnaître un bon livre, il faut que tu aies lu... Il faut peut-être beaucoup de livres. Faut que tu aies lu des bons livres, faut que tu aies lu des pas bons livres pour être capable de reconnaître un pas bon livre. Puis ce qui se passe, c'est que quand tu commences à lire un livre, puis la première fois, tu lis un livre qui est pas bon, genre tu lis Le Secret, tu sais. Puis là, toi, tu penses que ça change complètement ta vie, puis que c'est vraiment du bon stock. Puis là, tu écœures tout le monde pendant comme 6 mois avec ton hostie de livre Le Secret, parce que tu penses que ça va changer ta vie. Si tu n'en lis pas d'autres, probablement que tu vas rester avec cette impression-là. Mais du moment où tu vas lire des bons tu auteurs, commences à avoir tu sais, la tu vas variété lire de... Sapiens, Ouais. tu vas lire n'importe quel livre de Malcolm Gladwell, tu vas lire Willpower Instinct par Kelly McGonigal, tu vas lire Smart Cut, tu vas lire The One Thing, qui est quand même bon mais qui est quand même pop, tu vas lire autant des livres qui sont plus difficiles que des livres qui sont plus faciles. Le plus difficile que moi j'ai trouvé, que j'ai lu, qui était quand même dans le domaine pas technique mais comme pop, c'était Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, qui est un livre avec une C'est bon. de psychologie qui a gagné un prix Nobel en économie. Fait Il faut que le livre soit fucking bon, là. We got 2 brains.
Mais faut que tu... tu sais. Faut que tu Faut. lises. Ben, c'est intéressant. Je connais des gens qui, justement, ils ont lu un livre, puis après ça, leur vision de lire des livres, c'est de la merde. Ah, j'ai pas besoin de lire plus qu'un livre. Je sais Ouais. c'est quoi lire des livres. Ah, Là, bro. c'était celle-là qui était hot, là. Ben, ça, c'est aussi ce mindset. Non, mais en fait, non. Celui-là, c'est celui-là qui c'était de la merde. Ah, ok. Fait que là, il pense que tous les autres livres, c'est de la merde. Fait que là, il lit plus. Mais ça, c'est un mindset aussi de j'ai vu une chose, j'ai jugé, puis après, genre, tout est pareil. Exact. C'est pas ouvert à essayer de judge découvrir without d'autres context. choses. Puis... Pas de contexte, puis tu t'arrives, puis tu... Mais, tu sais, tantôt, tu veux qu'on parle un peu de développement personnel, puis pour faire moi, je pense que ce serait une bonne Conseil. une Quoi, bonne ton conclusion, conseil tu sais. Le conseil. Moi, quand j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé par le développement personnel quand j'avais peut-être 15-16 ans. J'en ai lu, tu sais, j'en lisais un par semaine. Là. Tu sais, je lisais à tous les jours. Et c'est ce qui m'a fait de A à Z. Si tu fais juste lire un livre par mois, là, tu peux pas revenir dans 5 ans puis pas être soit très, très, très heureux puis bien puis épanoui dans ta vie ou très, très riche. Ça va être une de ces deux options-là, probablement peut-être les deux. Tu sais. Lire, c'est le fondement de La connaissance. ça fait quelque chose dans ton cerveau. Tu sais. Puis, Et pourquoi t'as commencé à lire? Comme tout le monde, C'est quoi Oh, curiosité. tu as un problème, tu veux une solution, j'étais pas bien, j'ai checké le livre d'instruction. Voilà. Bien dit. Fait que mon call to action. Go, call to action. J'ai écrit un livre, guys. Ouais. Mais j'ai vu ça. Puis, Double ta valeur. On pourra en discuter. C'est un peu old news, là, parce que ça fait un bout que je l'ai lancé, mais Double ta valeur, ça m'a pris 1 an et demi à peu près à l'écrire. Puis c'est pas comme un bouquin qui est incroyablement... C'est pas ma recherche personnelle, mais ça a juste été comme toutes les pépites combinaison de que toutes j'ai plein de choses. trouvées à travers tout ce que j'ai lu, mélangeant à mon expérience personnelle. J'ai essayé de condenser le plus de concepts pertinents le plus rapidement possible dans quelque chose qui se tient. C'est un framework pour développer ton sens d'entrepreneuriat puis d'intrapreneuriat, puis comment être capable de voir les interactions avec les autres dans ton milieu de travail puis le système dans lequel tu opères pour être capable de générer plus de valeur, autant personnelle, autant de façon interpersonnelle que transactionnelle, fait que financière. Fait que s'il y a quelqu'un qui aime un peu ma vibe, comment est-ce que je pense, Double ta valeur, vous pouvez l'acheter en papier sur Amazon, mais faites pas ça. Je l'ai mis gratis sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast. Vous tapez Double ta valeur. Il dure combien de temps sur Spotify? En 4h30. That's it. Nice. Moi, c'est sûr, je l'ai vu. Congrats, man. Thanks. Boom. Big boy. Bien content. Yellow Sea Podcast.